Hélène fut licenciée sans pouvoir récupérer son sac. Dehors, les mains encore marquées par le détergent, elle vit le directeur du groupe descendre. Il ne venait pas la consoler, il venait avec le document qui pouvait l'anéantir. Hélène ne pleura pas lorsque Rémi Fournier lui ferma la porte au nez. Le bruit sec du verre contre l'encadrement continua de vibrer dans le couloir, tel un verdict. De l'autre côté, les voix restèrent basses, pressées, comme si la vie d'une personne pouvait être classée entre des dossiers, des tampons et des signatures que personne ne regardait à deux fois. Elle resta immobile quelques secondes. Ses mains étaient rêches à cause des produits de nettoyage. Sur ses doigts, une odeur amère, chimique, restait collée à la peau. Elle n'avait pas son sac, pas son manteau, pas même sa carte d'accès, car Rémi la lui avait retirée devant tout le monde avec un petit sourire de ceux qui n'ont pas besoin de crier pour humilier. « C'est bon, Hélène », avait-il dit. « Ne rends pas ça plus difficile. » Elle avait regardé la carte dans la main de Rémi, puis la porte de l'ascenseur, puis Inès Lambert, debout près de l'archivage interne, un dossier pressé contre sa poitrine. Inès ne dit rien. Cela fit plus mal que l'accusation. « J'ai besoin d'entrer pour prendre mes affaires », dit Hélène. Rémi refusa lentement sans la regarder tout à fait. « Tes affaires descendront plus tard. Mon sac est à l'intérieur. Il y a les médicaments de ma fille dedans. » Rémi respira comme quelqu'un qui supporte une légère contrariété. « N'exagère pas. » Hélène ne baissa pas la tête. Le couloir sentait le sol fraîchement lavé et le café froid. Au fond, une imprimante continuait de cracher des feuilles avec un bruit mécanique indifférent. Chaque son semblait plus fort, car personne n'osait dire quoi que ce soit. « Je n'exagère pas, » répondit-elle. « Je demande juste ce qui m'appartient. » Rémi fit un pas vers la porte. « Ce qui t'appartient à partir de maintenant, c'est l'administration qui le décide. » Hélène comprit à cet instant que ce n'était pas une confusion. C'était un ordre déjà préparé. On l'avait convoqué à l'étage de la direction sans explication. On lui avait demandé de rendre sa carte. On lui avait montré une feuille avec son nom et une accusation impossible. Accès indu au secteur réservé de la Tour Lumière, manipulation de documents internes, manquement grave. Elle avait lu chaque ligne sans ciller, non pas parce que son corps ne tremblait pas, mais parce que certaines paroles ne pénétraient pas son esprit lorsqu'elles étaient trop injustes. « Je ne suis pas entrée dans ce secteur », avait-elle dit. Rémi posa 2 doigts sur la feuille. Le registre indique autre chose. Alors, le registre est faux. Quelqu'un aspira de l'air derrière elle. Ce fut à peine un son, mais Hélène l'entendit. Inès, Rémi, aussi. « Fais attention à ce que tu insinues, » dit-il. Hélène regarda la feuille à nouveau. Son nom y figurait, son numéro interne, l'heure approximative du supposé accès, une signature d'autorisation qu'elle ne reconnaissait pas. Et en dessous, une phrase lui laissa les doigts raides sur le papier. Procéder au licenciement immédiat sur instruction supérieure. Instruction supérieure. Rémi savoura cette ligne. « Ce n'est pas moi qui ai pris la décision », ajouta-t-il. « Cela vient d'en haut. » Hélène leva les yeux. De Marc Valois. Le silence changea de température. Nul besoin de réponse. Le nom du propriétaire du groupe Valois avait cet effet au sein de la tour. On ne le prononçait pas beaucoup. On le citait lors de réunions, on l'écrivait dans des communiqués, on l'utilisait comme un bouclier. Personne ne le voyait dans les couloirs, sauf lors de brèves visites, de cérémonies privées ou quand quelque chose d'important était sur le point de se briser. Rémi plia le document en 2. « Tu n'es pas en position de poser des questions. Je suis en position de me défendre. Non, tu es en position de te retirer. » Hélène regarda Inès une fois de plus. Inès baissa les yeux. Là, Hélène sentit que quelque chose se brisait, non pas en elle, mais autour d'elle, comme si le monde avait changé de forme et qu'elle se trouvait du mauvais côté du verre. Rémi ouvrit la porte de l'ascenseur. « Descends. Passant mon sac, Hélène, passant mon sac. » Sa voix était basse, ferme. Il n'y avait pas de défi théâtral, pas de supplication, juste une petite ligne tracée au sol que Rémi ne put franchir sans laisser de traces. Il s'approcha suffisamment pour qu'elle seule l'entende. « Tu ne veux pas que ça s'aggrave. » Hélène sentit l'odeur du café dans son haleine. Elle ne bougea pas. « Quoi ?» Rémi sourit à peine. « Il ne te convient pas de faire la brave. » pensa Clara. Le nom de sa fille tomba dans le couloir comme un objet brisé. Hélène ne répondit pas immédiatement. Sa gorge se serra, non par peur, mais par calcul. Parce qu'une mère apprend à mesurer chaque mot quand quelqu'un utilise sa fille comme une menace déguisée en conseil. « Ne la nomme pas, » dit-elle. Rémi leva les mains, feignant l'innocence. « Je dis que tu devrais être pragmatique. Tu me menaces. Je te protège de toi-même. » L'ascenseur arriva avec un doux sifflement. Les portes s'ouvrirent. Personne ne bougea. Hélène entra seule. En descendant, elle regarda son reflet flou sur le métal des portes. Elle ne vit pas une victime. Elle vit une femme sans sac, sans carte, sans témoin prêt à parler. Elle vit les marques sèches du détergent entre ses doigts. Elle vit une tache d'humidité sur sa manche qu'elle ne se rappelait pas avoir faite, et elle vit autre chose, le papier.
Rémi avait plié le document, mais ce faisant, il avait laissé exposer un coin. Hélène eut le temps de lire un code interne avant qu'il ne le range. Adixepten. Elle ne savait pas ce que cela signifiait, mais elle savait qu'Inès le savait. Quand les portes s'ouvrirent au rez-de-chaussée, l'agent de sécurité de l'accueil évita de la regarder. C'était un homme habitué à la saluer d'un geste rapide quand elle arrivait tôt. Cet après-midi-là, il se contenta de serrer les lèvres et de lui tendre une petite boîte contenant quelques objets. « On m'a demandé de vous donner ça. » Hélène regarda à l'intérieur. Un mouchoir, un trousseau de clés, un vieux carnet, rien d'autre. « Il manque mon sac. » L'agent de sécurité déglutit. On a dit qu'il était retenu. Retenu par qui, l'administration? Ma fille a besoin de ce qu'il y a dedans. Hélène, je ne peux pas. Il ne termina pas sa phrase, car elle posa les deux mains sur le comptoir, non avec violence, mais avec un calme si tendu que l'homme recula un peu. Écoute-moi bien, Damien, je ne te demande pas de défier qui que ce soit. Je te demande de te souvenir que tu as vu mon sac entrer avec moi. Damien regarda vers les caméras. Oui, et que tu as vu que je ne suis pas sorti avec lui. Oui. Alors, si quelqu'un demande, tu diras ça? L'agent baissa la voix. Ne me mêlez pas à ça. Hélène prit la boîte. Nous y sommes déjà tous mêlés. La porte principale s'ouvrit avec un souffle d'air chaud. Dehors, le bruit de la rocade de la Défense entra comme un coup. Moteur, frein, pas pressé, un vendeur interpellant quelqu'un depuis le coin de la rue. Le monde continuait de fonctionner, sans savoir qu'elle venait d'être effacée d'un immeuble où elle avait nettoyé des sols, des bureaux et des silences étrangers pendant des années. Elle s'assit à l'arrêt de bus devant la tour Lumière. Le banc était tiède sous le soleil. Sous ses mains, la surface présentait de petites fissures. Hélène posa la boîte sur ses genoux. À l'intérieur, les clés claquèrent contre le carnet avec un son minime. Alors elle respira une fois, deux, ne s'autorisa pas la troisième. Elle sortit le carnet et l'ouvrit à une page pliée. Il n'y avait pas de numéros importants, seulement des listes de courses, des rappels, des phrases éparses que Clara lui avait écrites pour la taquiner affectueusement. Dans un coin, d'une écriture pressée, il y avait une note d'il y a quelque temps. Ne fais pas confiance à l'archive si Adixet apparaît. Hélène referma le carnet d'un coup. Le bruit du trafic sembla s'éteindre. Adixet, la même marque que sur le document. Elle ne se souvenait pas avoir écrit cette phrase. Ou peut, être si, peut, être l'avait-elle notée après cette nuit où Inès l'avait arrêtée près du local des fournitures et lui avait dit, presque sans bouger la bouche, si jamais on te nomme un code, ne signe rien. Hélène avait pensé qu'Inès était nerveuse à cause d'un Audi. Maintenant plus. Une voiture sombre s'arrêta devant la tour. Ce n'était pas étrange. Beaucoup de directeurs arrivaient ainsi. Ce qui était étrange, c'est que le murmure de l'accueil changea derrière la vitre. Deux personnes se levèrent. Damien se redressa. Hélène n'eut pas besoin de regarder deux fois. Marc Valois sortit du véhicule avec un dossier sous le bras. Il ne marchait pas vite, pas lentement non plus. Il avait cette façon d'avancer des hommes qui n'imaginent pas qu'une porte puisse se refermer sur eux. Tout à l'entrée sembla pivoter vers lui. Hélène sentit l'air se refroidir sur sa nuque. Marc traversa l'entrée, parla à Damien et regarda dehors. L'agent dit quelque chose. Il désigna à peine. Alors Marc la vit. Hélène ne se leva pas. Elle n'avait aucune raison de le faire. Il sortit de la tour et traversa jusqu'à l'arrêt. Au fur et à mesure qu'il s'approchait, le bruit de ses chaussures sur le trottoir marqua un rythme net, ferme, trop ordonné pour le chaos qu'elle portait dans ses mains. « Hélène Duval, dit-il. Ce n'était pas une question. Elle tenait la boîte. Oui. » Marc l'observa à peine une seconde. Il n'y avait aucune compassion visible dans son geste. Cela la tranquillisa un peu. La compassion, quand elle vient d'en haut, est parfois une autre forme de distance. « J'ai besoin que vous m'accompagniez à l'intérieur. » Hélène laissa échapper un rire sec, sans humour. « On vient de me licencier. Je sais. Alors vous savez que je ne peux pas entrer. » Marc regarda la boîte sur ses genoux. « Cela fait partie du problème. » Hélène ne bougea pas. « Une partie du problème, c'est moi. Je ne le sais pas encore. » La réponse fut pire qu'une insulte, car elle semblait honnête. Marc ouvrit le dossier, en sortit une copie de la feuille de licenciement. Hélène reconnut le format, le tampon interne, son nom. « Cette instruction semble émise de mon bureau, » dit-il. « C'est ce qu'on m'a dit. Je ne l'ai pas signé. » Hélène leva les yeux lentement. Pour la première fois de l'après-midi, quelque chose en elle cessa de sombrer. « Quoi ?» Marc tourna le document et lui montra la partie inférieure. « Cette signature n'est pas la mienne. » Hélène ne prit pas la feuille. Elle la regarda de loin, comme si la toucher pouvait la rendre à nouveau coupable. Alors Rémi a menti. Marc referma le dossier. Rémi dit que vous êtes entré dans les archives réservées et que vous avez retiré un dossier. Je ne suis pas entré. Le registre d'accès dit que si. Alors quelqu'un a utilisé ma carte. Votre carte était active.
Jusqu'à ce qu'il me la prenne, dit Hélène en serrant la boîte. Marc la regarda avec plus d'attention. Qui? Rémi. À quelle heure? Après m'avoir montré cette feuille. Ça ne correspond pas du tout. Ça correspond. Un silence lourd s'installa entre eux deux. Bouge passa. L'air chaud souleva de la poussière du trottoir. Hélène sentit la texture rêche du banc sous ses jambes. La boîte légère, trop légère sur ses genoux. Marc regarda vers la tour. Où est votre sac? La question lui frappa la poitrine. Retenu. Pourquoi? C'est ce que j'aimerais savoir. Il ne parla pas pendant quelques secondes, puis il rangea le document et fit un pas vers l'entrée. Venez avec moi. Hélène ne se leva pas. Je n'entrerai pas pour être accusé à nouveau. Marc se retourna. Je ne demande pas la permission à Rémi. Vous, peut être, mais moi, je suis celle qui reste du côté de la porte quand vous avez fini de parler. Marc reçut la phrase sans se défendre. Ce fut la première chose qu'il fit différemment. Vous avez raison, dit-il. Hélène n'attendait pas cette réponse. Alors, dites-moi ce que vous voulez. Marc baissa la voix. Je veux savoir pourquoi dans le dossier Addix Septen, votre nom apparaît comme responsable d'une livraison que personne ne devait connaître. Hélène sentit le carnet peser dans la boîte comme une pierre. Je ne sais rien d'une livraison. Le dossier a disparu. Je ne l'ai pas. Votre sac n'apparaît pas à la sécurité. Hélène cessa de respirer. Comment ça, il n'apparaît pas? Ils l'ont cherché à l'accueil et à l'administration. Il n'y est pas. Damien m'a dit que l'administration l'avait retenu. Marc regarda l'agent derrière la vitre. Damien détourna le regard. Hélène comprit. Le sac n'était pas retenu, le sac avait disparu, et dans le sac, il n'y avait pas seulement les médicaments de Clara. Il y avait aussi la petite enveloppe fermée qu'Inès lui avait demandé de garder sans lui dire pourquoi. Marc remarqua le changement sur son visage. « Vous savez quelque chose ?» Hélène referma le carnet des deux mains. « Non, Hélène, je ne sais rien que je puisse vous dire sur le trottoir. » Marc resta immobile. « Alors, dites-le-moi à l'intérieur. » Elle regarda la tour. Les fenêtres reflétaient un ciel clair, faux, comme si rien de sale ne pouvait se produire derrière tant de verre. Elle pensa à Clara attendant un message. Elle pensa à Rémi la nommant de cette voix douce. Elle pensa à Inès, baissant le regard, et elle pensa à l'enveloppe. Une enveloppe qu'elle n'avait pas ouverte, parce qu'elle avait promis de ne pas le faire. « Si j'entre, dit Hélène, j'entre avec quelqu'un qui surveille. Je serai là, ça ne me suffit pas. » Marc ne s'offensa pas. « Qui ?» Hélène regarda vers l'accueil. Damien et les caméras allumées. « C'est fait. Et je veux mon sac. » Marc soutint son regard. « S'il est dans l'immeuble, il apparaîtra. »« Non, ça ne me suffit pas s'il est. Je suis entré avec. Quelqu'un l'a pris de là où il était. » Marc ouvrit la porte de la tour. « Alors, nous allons découvrir qui. » Hélène se leva. La boîte craqua entre ses mains. À peine eurent-ils traversé la vitre que l'air froid du hall lui mordit la peau. L'odeur de désinfectant, de métal poli et de café vieux revint d'un coup. Damien se leva. « Monsieur Valois, j'ai besoin des images des caméras de l'accueil de cet après-midi, » dit Marc. Damien cligna des yeux. « L'administration a demandé de les bloquer. » Hélène s'arrêta. Marc aussi. « Qui a demandé cela ?» Damien ouvrit la bouche, mais ne répondit pas. Du fond du hall, la voix de Rémi arriva avant lui. « Je l'ai demandé. » Hélène se retourna. Rémi venait avec sa carte d'accès entre les doigts, et derrière lui Inès tenait le sac disparu. Inès ne regarda pas Hélène quand elle apparut avec le sac. Elle le tenait serré contre son corps comme s'il pesait plus que possible, comme si à l'intérieur il ne portait pas des objets, mais une décision qu'elle ne pouvait plus défaire. Le hall de la Tour Lumière resta dans un silence étrange. La climatisation bourdonnait du plafond. Au loin, une tasse heurta une soucoupe dans la cafétéria interne. Personne ne parla. Hélène regarda d'abord le sac, puis Inès, puis Rémi. La carte d'accès était toujours entre ses doigts. « Quelle coïncidence !» dit Hélène. Rémi ne sourit pas cette fois. « Ton sac est apparu aux archives. » Marc se tourna légèrement vers lui. « Aux archives ? Oui. Il y a un instant, la sécurité a signalé qu'il n'y était pas parce qu'il ne l'avait pas encore localisé. » Damien baissa le regard vers le comptoir, prit une inspiration, mais ne dit rien. Hélène fit un pas vers Inès. « Donne-le-moi. » Inès serra davantage le sac. « Hélène, donne-le-moi. » Rémi leva une main. « Pas si vite. » Hélène ne quitta pas Inès des yeux. « C'est le mien et cela fait partie d'une révision interne, » dit Rémi. « Tu ne peux pas le toucher tant qu'un procès-verbal n'est pas établi. » Marc tendit la main. « Alors, remettez-le-moi. » Rémi mit une seconde de trop à réagir. Cette seconde, Hélène la vit. Marc la vit aussi. « Bien sûr, » dit Rémi, mais il ne bougea pas. Inès, si. Elle marcha vers Marc avec le sac entre les mains. Ses pas résonnèrent doucement sur le sol brillant. Quand elle passa près d'Hélène, elle murmura quelque chose presque inaudible. « Pardon !» Hélène ne répondit pas. Elle ne pouvait pas, car cette demande confirmait qu'Inès savait. Marc prit le sac sans l'ouvrir. Salle de réunion. Rémi pinça les lèvres. «
Monsieur Valois, il serait préférable de gérer cela depuis l'administration. Il y a des protocoles. Les protocoles ne font pas disparaître les sacs. Avec tout le respect que je vous dois, il y a une accusation formelle. Marc le regarda. Et maintenant, il y en a une autre. Rémi resta immobile. Une autre? Utilisation abusive de ma signature. Le hall perdit le dernier reste de mouvement. Même Damien leva les yeux. Rémi laissa échapper un petit rire. C'est un malentendu. Alors nous le clarifions avec les caméras allumées. Il n'est pas nécessaire de transformer cela en spectacle. Marc fit un pas vers la salle. Daway, ne le transformez pas en un. Hélène le suivit avec la boîte dans les mains. Chaque objet à l'intérieur heurtait le carton, les clés, le carnet, le mouchoir. Ce son minime la soutenait. C'était la seule chose qui lui appartenait et qui était revenue intacte. Dans la salle de réunion, l'air sentait le bois verni et le papier fraîchement imprimé. Une longue table occupait le centre. Sur un mur, un écran éteint reflétait des figures diffuses. Hélène ne s'assit pas. Elle posa la boîte sur la table et resta debout. Marc posa le sac devant elle, mais ne le poussa pas. « Vous autorisez qu'il soit fouillé devant vous » Hélène déglutit. « Oui. »« Vous voulez le faire vous-même » Rémi intervint rapidement. « Cela ne correspond pas. » Marc ne le regarda même pas. « Je lui ai demandé à elle. » Hélène tint le bord du sac. La texture familière du matériau sous ses doigts la brisa presque. Non pas à cause du sac, mais à cause de tout ce qu'il représentait. Entrer au travail en pensant acheter quelque chose de simple pour le dîner, ressortir accusé, revenir escorté par le directeur, devoir demander la permission de toucher ses propres affaires. Elle ouvrit la fermeture éclair. À l'intérieur, il y avait les médicaments de Clara. Hélène les prit d'abord, les posa soigneusement sur la table. Puis elle sortit un petit carnet, un reçu froissé, un paquet de mouchoirs, une clé égarée qui ne devait pas être là. Elle s'arrêta. « Ce n'est pas à moi. » Rémi se pencha. « Tu es sûr ?» Hélène leva la clé entre deux doigts. « Je ne l'ai jamais vue. » Marc regarda Thomas Leclerc, qui venait d'entrer avec un dossier pressé contre sa poitrine. L'assistant juridique semblait avoir été appelé en urgence. « Enregistrez cela, » dit Marc. Thomas ouvrit le dossier. « Oui. » Hélène continua de fouiller. Elle chercha l'enveloppe. Elle n'y était pas. Elle sentit quelque chose lui glisser le long du dos, froid et lent. Inès regarda la table. Rémi aussi. Marc le remarqua. Il manque quelque chose. Hélène referma le sac. La promesse faite à Inès lui brûlait la bouche. « N'ouvre pas ça. S'il se passe quelque chose, garde-le. Si on me demande, tu ne sais rien. » C'est ce qu'Inès lui avait dit il y a peu dans un couloir latéral, en lui glissant une fine enveloppe dans la main. Hélène avait voulu refuser. Elle avait assez de problèmes, mais Inès tremblait, non pas comme quelqu'un qui inventait une intrigue, mais comme quelqu'un qui venait de voir le bord d'un précipice. « Il manque quelque chose, » dit Hélène. Rémi posa ses mains sur la table. « C'est curieux, » Marc le regarda. « Laissez-la terminer. Je dis seulement qu'une clé étrangère apparaît dans son sac. Il manque un objet que personne ne peut confirmer. Et par coïncidence, le dossier disparut également. »« Rémi, » coupa Marc. Le mot était bas, mais il le stoppa. Hélène regarda Inès. « Dis-le. » Inès ferma les yeux un instant. « Je ne peux pas. »« Si, tu peux. Tu ne sais pas ce qui est en jeu. » Hélène laissa échapper un bref rire, brisé par la tension. « On m'a licencié. Ils ont utilisé mon nom. Ils ont nommé ma fille. Ils ont perdu mon sac. Ils ont mis une clé qui n'est pas la mienne dedans. Quelle partie du jeu me manque ?» Inès ouvrit les yeux. Rémi parla avant elle. « Ce qui te manque, c'est de comprendre que tu aggraves ta situation. » Hélène se tourna vers lui. « Ma situation, c'est toi qui l'as aggravée. Attention. Non, attention à toi. » La pièce resta immobile. Hélène n'éleva pas la voix. Cela rendit chaque mot plus pesant. « Tu m'as retiré la carte après m'avoir montré un papier qui disait que j'étais déjà entré dans un endroit où je ne suis jamais entré. Tu as retenu mon sac. Puis il est apparu là où cela t'arrangeait, et maintenant tu veux que tout le monde croie que la clé est aussi la mienne. » Rémi regarda Marc. « C'est une accusation sans fondement. » Thomas leva les yeux de ses notes. « Il y a une incohérence. » Rémi se tourna vers lui. « Pardon ?» Thomas rangea les feuilles. « Si la carte a été retirée après la notification, nous devons vérifier à quelle heure exacte l'accès au secteur réservé a été enregistré. » Rémi le foudroya du regard. « C'est déjà dans le système. Alors ce sera facile de le confirmer. » Marc hocha la tête. « Demandez le registre complet. » Thomas hésita. « J'ai besoin d'une autorisation du service de sécurité numérique. » « Vous l'avez, et celle du superviseur administratif. » Tous regardèrent Rémi. Rémi se redressa. « Bien sûr. » Mais le mot sortit avec difficulté. Thomas quitta la pièce. Le silence qu'il laissa fut plus inconfortable que sa présence. Hélène sentit l'impulsion de prendre ses médicaments et de partir, mais si elle partait, tout serait monté contre elle. Si elle restait, peu, être aussi. Marc ouvrit le dossier qu'il avait apporté.
Hélène, j'ai une question directe à vous poser. Posez-la. Quelqu'un vous a remis une enveloppe liée au dossier Addix Septen. Inès pâlit sans qu'Hélène ait besoin de la regarder. Rémi sourit à peine. Hélène comprit que le piège était déjà tendu. Si elle disait oui, elle confirmait un lien avec le dossier. Si elle disait non, elle laissait Inès seule et perdait la seule véritable piste. Elle posa ses mains sur la table. Quelqu'un m'a demandé de garder une enveloppe fermée. Marc garda le visage impassible. Vous l'avez ouverte? Je ne savais pas ce qu'elle contenait. Non. Qui vous l'a donnée? Rémi se pencha en avant. Attendant, Inès laissa échapper un souffle par le nez. Hélène entendit ce son. Petit humain terrifié. Je ne répondrai pas à ça pour le moment, dit Hélène. Rémi frappa la table de sa paume ouverte, sans force excessive, mais avec une intention suffisante pour faire sauter un stylo. Alors vous admettez avoir dissimulé du matériel interne. Marc leva une main. Ça suffit, monsieur Fournier. Monsieur Valois, avec respect, elle vient d'avouer. Elle a avoué avoir gardé quelque chose sans l'ouvrir, quelque chose lié à un dossier réservé. Hélène regarda Rémi. Comment savez-vous que c'était lié? Rémi se figea. La question resta en suspens. Marc se tourna vers lui. J'aimerais savoir la même chose. Rémi mit du temps à répondre. Parce qu'elle vient de le dire. Non, dit Hélène. J'ai dit une enveloppe. Vous avez dit Addix Septen avant. Il a dit maintenant que c'était lié. Marc referma lentement le dossier. Inès porta une main à sa bouche, mais ne parla pas. Rémi reprit le contrôle trop rapidement. Ne jouons pas avec les mots. Nous savons tous de quoi nous parlons. Pas moi, dit Hélène, et il semble que vous en sachiez trop. La porte s'ouvrit avant que Rémi ne réponde. Thomas entra le visage tendu et une feuille à la main. Nous avons le registre complet. Marc tendit la main. Thomas regarda Hélène, puis Rémi. L'accès au secteur réservé apparaît fait avec la carte d'Hélène. Après que la carte a été signalée comme retirée, Damien, qui était près de la porte, murmura « Ce n'est pas possible ». Rémi se tourna vers lui. « Tu ne sais pas comment fonctionne le système ». Thomas continua. « De plus, il y a une deuxième donnée. Marc ne s'y a pas. Dis-le. La carte d'Hélène ne s'est pas ouverte seule. Le système indique une autorisation manuelle depuis un terminal administratif. » Hélène sentit la salle pencher. Marc parla lentement. « Quel terminal ?» Thomas déglutit. « Celui de Rémi Fournier. » Rémi laissa échapper un bref rire creux. « C'est impossible. C'est dans le registre. » Alors le registre a été manipulé. Hélène leva la clé inconnue, comme mon sac. Rémi fit un pas vers elle, mais Marc s'interposa d'un mouvement minime. « Ne vous approchez pas. » Rémi respira fortement. « Monsieur Valois, réfléchissez. Allez-vous vraiment croire une employée licenciée et un assistant qui ne comprend même pas les implications de ce qu'il dit ?» Thomas baissa les yeux, blessé, mais ne recula pas. Marc resta à regarder Rémi. « Je crois au registre que vous avez demandé de bloquer. » Hélène vit pour la première fois une véritable fissure dans la confiance de Rémi. Pas de la peur, du calcul, il mesurait ce qu'il pouvait savoir. Inès fit un pas en avant. « Il y a plus. » Rémi se tourna vers elle. Inès, ce n'était que son nom, mais cela sonna comme un avertissement. Inès serra le dossier contre sa poitrine. L'enveloppe n'était pas pour Hélène. Marc la regarda. « Expliquez-vous. » « Elle était pour vous. » La salle changea d'un coup. Hélène sentit un vide sous ses côtes. Pour lui, Inès hocha la tête sans la regarder. « Je ne pouvais pas vous la faire parvenir directement. » Rémi vérifiait chaque sortie des archives. J'ai pensé qu'Hélène pouvait la sortir sans éveiller les soupçons, car personne ne la regardait. Hélène fit un pas en arrière. La phrase n'était pas cruelle par intention, elle l'était par sa vérité. Personne ne la regardait jusqu'à ce qu'ils aient besoin de la blâmer. « Tu m'as utilisé, » dit Hélène. Inès ouvrit la bouche. « Je voulais te protéger. Tu ne voulais pas protéger l'enveloppe. Les deux, tu ne m'as pas demandé. » Inès baissa la tête. « Non. » Rémi en profita. « Voilà, monsieur Valois, manipulation de matériel interne, chaîne irrégulière, témoin contradictoire. Ce n'est plus seulement une faute professionnelle. » Marc ne répondit pas. Il observait Inès. Qu'y avait-il dans l'enveloppe? Inès mit trop de temps. Rémi sourit à nouveau. « Elle ne sait pas. »« Elle sait, » dit Hélène. Inès serra les doigts sur le dossier jusqu'à en plier un coin. Il y avait des copies d'autorisation falsifiées, des paiements en double, des noms de fournisseurs inexistants. Thomas leva la tête. Marc resta immobile. Hélène comprit que c'était plus grand qu'un licenciement. « Et le dossier Addix Septen ?» demanda Marc. Inès respira comme si l'air pesait. C'était la route interne de ces paiements. Rémi fit un pas vers la porte. Damien s'écarta, confus. Marc parla sans élever la voix. « Ne sortez pas. » Rémi s'arrêta. « Je ne suis pas un criminel pour qu'on me retienne. » Personne n'utilisa ce mot, mais tout le monde y pensait. Hélène le regarda. « Moi, je pense à autre chose. » Rémi tourna la tête vers elle. « Quoi ? Qu'il manque de savoir qui a pris l'enveloppe ?» Le visage de Rémi ne changea pas, mais ses doigts se resserrèrent sur la carte d'accès d'Hélène.
Thomas désigna l'écran. Nous pouvons vérifier les caméras du couloir des archives. Damien intervint depuis la porte. Elles ne seront pas là. Marc le regarda. Pourquoi? Damien s'humidifia les lèvres. Parce que l'administration a demandé d'effacer la sauvegarde temporaire. Rémi explosa dans une indignation parfaite. C'est un mensonge. Damien recula un peu. J'ai reçu l'ordre. Signé par qui? Damien regarda Marc. De votre bureau. Marc ferma les yeux une seconde. Hélène sentit le plafond s'abaisser. Une autre fausse signature, un autre ordre supérieur, un autre mur construit avec le nom du directeur. Marc ouvrit les yeux et regarda Rémi. « Je veux cet ordre maintenant. » Rémi se redressa. « Très bien, nous allons voir les documents. Nous allons tout vérifier. Mais en attendant, cette femme ne peut rien emporter. » Hélène serra les médicaments de Clara. « Ça, je l'emporte. Cela doit être enregistré. C'est pour ma fille. Je me fiche de qui c'est tant que... » « Moi non, » coupa Marc. Rémi se tut. Hélène prit les médicaments et les rangea dans la boîte. Ce petit acte si simple lui rendit un peu de contrôle, mais cela ne dura pas, car Thomas, toujours devant l'écran, dit « Il y a une copie de sauvegarde sur le serveur externe. » Rémi pâlit à peine. Inès leva les yeux. Marc s'approcha. « Tu peux y accéder ? J'ai besoin d'une clé d'Audi. Utilise la mienne. » Thomas tapa sur le clavier. L'écran s'alluma d'une froide lueur. Le son des touches emplit la pièce. Hélène ne comprenait pas les codes, les chemins ni les permissions, mais elle comprenait les visages. Celui de Thomas se tendit, celui d'Inès se brisa en silence, celui de Rémi se vida. « Que vois-tu » demanda Marc. Thomas ne répondit pas immédiatement. L'écran montra un couloir vide, puis un mouvement, une silhouette entrant aux archives. L'heure indiquée correspondait à l'accès supposé avec la carte d'Hélène. L'image ne montrait pas suffisamment de détails pour identifier de loin, mais une chose était claire, la personne tenait la carte à la main, non pas pendue ou rangée. Thomas avança de quelques secondes. La porte s'ouvrit à nouveau. Rémi apparut dans le cadre. Pas seul, à ses côtés marchait Clara Duval. Hélène laissa tomber la boîte. Les clés heurtèrent le sol avec un bruit aigu. « Non » murmura Marc. Il se tourna vers elle. Rémi parla rapidement. « Je peux expliquer ça, Hélène. » Elle ne l'écouta pas. Elle regardait l'écran. Clara était là, à l'intérieur de la tour lumière, dans le couloir des archives réservées, à côté de Rémi, à un moment où Hélène croyait que sa fille était ailleurs, en sécurité, loin de tout cela. Hélène fit un pas vers l'écran. « Qu'est-ce que tu lui as fait ?» Rémi leva les mains. « Rien. Elle est venue de son plein gré. Tu mens. Demande-lui. » Le mot tomba comme une pierre. Marc regarda Thomas. « Où est Clara maintenant ?» Thomas vérifia un autre registre. Cela ne prit que quelques secondes, mais à Hélène, cela parut interminable. Il y a une entrée récente enregistrée à l'accueil secondaire. Hélène resta sans voix. Marc s'approcha de la porte. « Elle est dans l'immeuble. » Thomas leva les yeux. « Oui. » Et avant que quiconque ne puisse bouger, le téléphone interne de la pièce commença à sonner. Une fois, deux, trois. Marc décrocha. Il ne dit rien au début. Il écouta seulement. Puis il regarda Hélène avec une gravité qui lui coupa le peu d'air qui lui restait. « Clara est en bas, » dit-il. Et elle demande à parler à Rémi seul. Le téléphone devint muet, mais la phrase continua de résonner dans la pièce. Clara était en bas et demandait à parler à Rémi seul. Hélène n'attendit pas la permission. Elle marcha vers la porte, les médicaments serrés contre sa poitrine et Rémi, pour la première fois depuis le début, n'essaya pas de l'arrêter. Ce fut ce qui l'inquiéta le plus. « Personne ne descend seul, » dit Marc. Rémi laissa échapper un souffle par le nez. La jeune fille a demandé à me voir. Hélène se retourna lentement. « Tu ne t'approcheras pas de ma fille sans que je sois là. Elle est venue de son propre chef. Alors tu vas expliquer pourquoi elle savait comment entrer. » Rémi regarda Marc, cherchant une faille. Il n'en trouva pas. Thomas était déjà devant l'écran, le registre ouvert. Damien était toujours à la porte, rigide, comme si le moindre de ses mouvements pouvait le placer d'un côté ou de l'autre de la vérité. Inès n'avait pas bougé. Elle tenait le dossier contre sa poitrine, mais ses doigts ne le serraient plus avec force. Il semblait à peine retenir quelque chose sur le point de tomber. Marc parla sans élever le ton. « Allons tous à l'accueil secondaire. Damien, caméra s'active. Thomas apporte la copie du registre. Inès, vous aussi. » Rémi sourit de côté. « C'est inutile. L'inutile a été d'utiliser le nom d'une mineure dans un dossier qui ne la concerne pas, » répondit Marc. Hélène ne dit rien. Elle ne pouvait pas gaspiller sa voix. Le couloir menant à l'accueil secondaire semblait plus long qu'avant. Sous ses pas, le sol renvoyait un écho froid. Sur les murs, les lumières émettaient un bourdonnement à peine perceptible, un son qu'Hélène n'avait jamais remarqué pendant ses tours de garde. Maintenant, chaque détail la frappait. L'odeur métallique de l'ascenseur, l'air sec, le frottement de la boîte contre sa hanche,
l'emballage des médicaments à l'intérieur, intact et tardif. Quand ils arrivèrent au secteur inférieur, Clara était assise sur un banc près d'une porte latérale. Elle ne pleurait pas. Ses mains étaient jointes sur ses genoux et son regard était fixé sur le sol. En entendant des pas, elle leva la tête. Ses yeux cherchèrent d'abord Hélène, puis Rémi, enfin Marc. Hélène traversa l'espace en 3 pas. Clara, la jeune fille se leva. Maman. Hélène l'étreignit sans poser de questions. Ce ne fut pas une longue étreinte. Ce fut un contrôle désespéré et contenu. Toucher ses épaules, sentir qu'elle était là, respirer près d'elle, confirmer que la voix et le corps coïncidaient avec ce que l'écran avait montré. « Tu vas bien ?» Clara hocha la tête, mais ses doigts se refermèrent sur la manche d'Hélène. « Oui, tiens. » Hélène lui tendit les médicaments. Clara les reçut comme si elle comprenait que ce n'était pas seulement un objet, mais une partie de l'après-midi qui avait mal tourné. Rémi s'éclaircit la gorge. « Elle veut me parler. » Clara le regarda. « Plus maintenant. » La réponse tomba nette. Rémi cligna des yeux. Hélène sentit que quelque chose de petit s'ouvrait en elle. Pas un soulagement. Pas encore, mais une fissure dans la peur. Marc s'approcha sans envahir l'espace. « Clara, je suis Marc Valois. J'ai besoin de savoir pourquoi tu es venue dans cet immeuble. » Clara regarda sa mère comme pour demander la permission sans le dire. Hélène lui toucha la main. « Dis ce que tu as à dire. Je suis là. » Clara respira par la bouche. L'accueil sentait le papier humide et le parfum d'ambiance trop sucré. Dehors, derrière une porte fermée, on entendait des voitures passer comme un courant lointain. « On m'a envoyé un message, » dit Clara. Rémi fit un demi-pas en avant. « Cela ne prouve rien. » Marc ne le regarda même pas. « Qui ?» Clara sortit son téléphone. Elle le tenait des 2 mains. Il n'y avait pas de nom, seulement un numéro masqué. Il disait que ma maman avait eu un problème à la Tour Lumière et que si je venais avec le carnet, il pourrait l'aider. Hélène sentit la boîte peser moins lourd. « Le carnet ? Quel carnet ?» demanda Thomas. Clara regarda la boîte d'Hélène. « Celui-là. » Rémi croisa les bras. Une mineure reçoit un message anonyme et vient seule dans un immeuble d'entreprise. Très pratique. Clara leva le regard. « Tu m'attendais à l'entrée latérale. » Le silence se referma autour de Rémi. Damien fit un pas minime vers le comptoir. L'entrée latérale n'est pas utilisée sans autorisation interne. Marc regarda Rémi. « L'avez-vous autorisée ? Je ne savais pas qu'elle venait. » Clara déglutit. « Tu m'as dit mon nom avant que je dise qui j'étais. » Rémi mit trop de temps à répondre. « Ta mère parle beaucoup de toi. » Hélène fit un pas de plus. « Je n'ai jamais parlé de ma fille avec toi. » Rémi regarda ailleurs. Inès baissa la tête. Marc tendit la main vers Clara sans toucher le téléphone. « Puis-je voir le message ?» Clara le lui montra. Marc lut en silence. Puis il le passa à Thomas. Thomas vérifia. Il n'y a pas d'expéditeur visible, mais le texte mentionne le carnet. « Lise-le » demanda Hélène. Thomas hésita. Clara hocha la tête. « Si tu veux que ta mère s'en sorte sans problème, apporte le petit carnet. Entrée latérale. Ne dis rien. » Hélène ferma les yeux un instant. Non pas par faiblesse, mais parce qu'elle comprit la séquence. Le carnet était dans la boîte, pas dans le sac. Rémi avait besoin du carnet ou quelqu'un en avait besoin, et n'ayant pas pu le sortir du sac parce qu'il n'y était pas, ils avaient appelé Clara. Marc le comprit aussi. « Pourquoi le carnet ?» Rémi répondit avant tout le monde. « Peut être parce que Madame Duval y notait des choses qu'elle ne devait pas. » Hélène ouvrit les yeux. « Quelle chose ? Je ne sais pas. Dites-le vous. » Clara serra le téléphone. « Il m'a demandé de le lui donner. »« C'est faux, » dit Rémi. « Il m'a emmené jusqu'au couloir des archives. Je t'ai accompagné parce que tu étais perdu. Tu m'as dit que si ma mère voulait reprendre le travail, elle devait coopérer. » La voix de Clara ne trembla pas, mais Hélène vit la façon dont son pouce frottait le bord du téléphone, encore et encore, comme quand elle était enfant et qu'elle cachait sa peur derrière un petit geste. Marc se tourna vers Damien. « Je veux la caméra de l'entrée latérale. » Damien déglutit. « La caméra de cette zone est intermittente depuis un certain temps. » Thomas leva les yeux. « Mais l'accès laisse une trace. » Damien hocha la tête. « Oui, ça oui. » Rémi laissa échapper un bref rire. « Encore des registres. Vous finirez par découvrir que le système entier fonctionne mal ou que quelqu'un l'utilise trop bien, » dit Hélène. Rémi la regarda avec un calme étudié. « Fais attention, Hélène. Tu mets ta fille au milieu. » Clara fit un pas en avant. « C'est toi qui m'as mise. » La phrase n'était pas forte. Elle était exacte. Et cela le désarma plus que n'importe quel cri. Inès laissa tomber le dossier sur une table proche. Le bruit fut sec. J'ai écrit cette note dans le carnet. Tous la regardèrent. Hélène mit du temps à réagir. Quoi ? Inès n'éleva pas la voix. Celle de Adixept, je l'ai écrite. Hélène regarda la boîte. Puis Inès, pourquoi était-elle dans mon carnet ? Parce que cette fois-là je t'ai demandé un stylo et je n'avais rien pour noter. Tu m'as donné le carnet. J'ai écrit vite, j'ai mal déchiré la feuille et j'ai pensé que j'avais tout enlevé.
Cette ligne est restée, et tu ne m'as rien dit. J'ai essayé après. Tu ne m'as pas dit de ne rien signer si un code apparaissait. Ce n'est pas me dire quoi que ce soit, Inès. Inès reçut la phrase comme si elle la méritait. J'avais peur. Moi aussi, je sais. Tu ne sais pas, parce que quand tu as eu peur, tu m'as utilisé. Clara regarda sa mère. Marc n'interrompit pas. Thomas resta immobile avec le téléphone de Clara toujours en main. Inès respira avec difficulté. Addix-Sepen n'était pas seulement un dossier, c'était un chemin d'autorisation. Chaque paiement en double passait par là avant de sortir du système. Je l'ai vu en vérifiant une boîte d'archives que je ne devais pas vérifier. Il y avait des fournisseurs inventés, des ordres approuvés et une signature répétée. Marc serra la mâchoire. Ma signature? Oui, mais elle n'était pas identique sur tous les documents. Sur certains, elle était scannée, sur d'autres, elle semblait reconstruite. Rémi nia lentement. Elle ment pour se sauver. Inès le regarda enfin. Je n'ai pas menti pour ne pas tout perdre. Maintenant je parle parce que je l'ai tout de même perdu. La tension changea de place sans préavis. Marc sortit son téléphone et appela quelqu'un avec une phrase courte. Bloquez les sorties internes de la tour lumière. Personne ne retire de documents ni d'équipements avant nouvel ordre. Rémi se tourna vers lui. Cela va paralyser les opérations. Je préfère ça à continuer de financer un mensonge. Pour la première fois, le pouvoir changea de direction. Hélène le sentit dans le silence de l'accueil. Rémi aussi. Son regard se porta vers la porte latérale, puis vers l'escalier de service, puis vers le téléphone de Clara dans les mains de Thomas. Il cherchait une issue, non physique, mais narrative. « Monsieur Valois », dit Rémi, « pensez à ce que vous faites. Si cela tourne mal, ce n'est pas seulement mon service qui tombe, c'est votre nom. » Marc rangea le téléphone. « Mon nom a déjà été utilisé, précisément, et je vais savoir par qui. » Rémi baissa la voix. « Peu. Être que cela ne vous convient pas. » Hélène sentit que la phrase avait un autre poids. Ce n'était pas une défense, c'était un avertissement. Marc s'approcha à peine. C'est une menace, c'est une réalité. Thomas, qui avait continué à examiner le téléphone de Clara, leva la main. Il y a autre chose? Clara s'approcha de lui. Quoi? Le message anonyme contient un lien caché. On ne le voit pas dans le texte, mais il est resté dans la vue technique de la vie. Rémi fit un pas. Vous ne pouvez pas consulter le téléphone d'une mineure sans autorisation. Clara retira le téléphone à Thomas et le tendit à sa mère. J'autorise et ma maman aussi. Hélène tint l'appareil. Vérifiez-le. Thomas connecta le téléphone à un terminal secondaire avec la permission de Marc. L'écran mit du temps à charger. Le son des touches remplit à nouveau l'air. Mais maintenant, ce n'était plus la salle fermée d'avant. C'était un accueil où n'importe qui pouvait les voir, où le secret commençait à perdre ses murs. Le lien mena à un serveur interne temporaire. Thomas arrêta de taper. Cela ne venait pas de l'extérieur. Marc s'approcha. D'où? D'un compte de communications internes. Nomme Thomas déglutit. Il apparaît comme direction générale. Marc ne bougea pas. Rémi parla aussitôt. Cela confirme que quelqu'un utilise des identifiants supérieurs, pas les miens. Hélène regarda Marc. Combien de personnes ont accès à ce compte? Marc ne répondit pas immédiatement. Ce délai fut une réponse. Peu, dit Rémi. Pas directement. Rémi retrouva un peu de souffle. Merci. Thomas continua de regarder l'écran. Mais il y a des délégations autorisées. L'une d'elles permet d'envoyer des messages avec un modèle institutionnel depuis des terminaux administratifs liés. Marc regarda Rémi. Le vôtre? Thomas hocha la tête avant que Rémi ne réponde. Entre autres, répéta Rémi. Je ne suis pas le seul. La complication changeait le terrain. Rémi ne semblait plus seul ou voulait que tout le monde pense cela. Inès fit un pas vers Marc. J'ai entendu un nom. Rémi ferma les yeux à peine. Inès. Elle continua. Aux archives. Quand Rémi discutait au téléphone, il a dit qu'Audrey ne couvrirait pas une autre maladresse. Marc resta immobile. Thomas leva les yeux. Audrey Béranger. Hélène ne connaissait pas ce nom. Mais elle comprit à la réaction de Marc que ce n'était pas n'importe qui. Qui est-elle? Demanda Marc. Il mit du temps à répondre. La directrice financière du groupe. Rémi sourit. Mais il n'y avait pas de triomphe dans sa bouche. Il y avait un poison mesuré. Maintenant, nous entrons en terrain dangereux. Hélène sentit Clara s'approcher d'elle. Non par peur enfantine, mais par instinct, comme si elle savait que lorsque les adultes importants se taisaient, quelque chose de plus grand s'ouvrait. Marc regarda Rémi. Vous avez travaillé avec Audrey sur Addix-Sepen. Je ne répondrai pas à une question formulée sur un mensonge. Alors répondez-en une simple, dit Hélène. Rémi la regarda. Pourquoi vouliez-vous mon carnet? Il ne répondit pas. Hélène ouvrit la boîte, sortit le carnet et le posa sur le comptoir de l'accueil secondaire. Le voilà, vous le cherchiez tellement. Regarde-le, Hélène, dit Clara à voix basse. Non, ma fille, s'il le voulait, qu'il le regarde devant tout le monde. Marc s'approcha. Vous êtes sûr?
Hélène passa ses doigts sur la couverture usée. Elle sentit la texture douce des coins, les marques d'utilisation, la vie minime accumulée entre des pages que personne de puissant n'aurait dû vouloir examiner. Je n'ai rien à cacher. Elle ouvrit le carnet. Liste, rappel, une phrase de Clara, un numéro de réparation, une autre note incomplète. Rien ne semblait suffisant pour expliquer un piège si grand, jusqu'à ce qu'une feuille pliée tombe au sol. Clara la ramassa. « Maman !» Hélène la prit. C'était un petit papier, mal coupé. Il n'était pas écrit de son écriture. Il contenait une séquence de chiffres. 3 initiales et une phrase incomplète. S'il m'arrive quelque chose au travail, à remettre à MV. Inès se couvrit la bouche. C'était de l'enveloppe. Marc prit le papier avec soin. De l'enveloppe disparue. Inès hocha la tête. J'ai mis une petite copie dans le carnet au cas où l'enveloppe n'arriverait pas. Hélène ne le savait pas. Hélène la regarda, épuisée. Encore une fois, tu as décidé pour moi. Oui, dit Inès. Et cette fois, peut-être que ça t'a sauvé. Thomas vérifia les initiales. MV pourrait être Marc Valois. Marc nia lentement, ou quelqu'un voulait que ça semble adressé à moi. Rémi, jusqu'alors tendu, laissa échapper un petit rire. Enfin, une idée sensée. Hélène lut les chiffres. Cela ne signifiait rien pour elle, mais Clara se pencha. J'ai vu ça. Hélène se tourna vers elle. Où? Clara hésita. Quand Rémi m'a emmené dans le couloir, il y avait une boîte ouverte. Elle avait des étiquettes avec ces chiffres. Rémi fit un pas rapide. C'est impossible. Clara ne recula pas. Il y avait aussi un mot écrit dessus. Marc se pencha vers elle. Lequel? Clara regarda Hélène. Fondation. Le silence fut différent cette fois. Il n'était pas froid, il avait du fond. Thomas tapa la séquence numérique sur le terminal. Un dossier numérique verrouillé apparut. Le nom fit que Marc posa les 2 mains sur le comptoir. Fondation Claire-Forêt, Clara. Hélène lut le nom sans comprendre. Cela appartient au groupe? Marc parla très bas. C'était un programme social fermé il y a longtemps. Rémi corrigea. Suspendu, pas fermé. Marc se retourna. Comment savez-vous cela? Rémi ne répondit pas. Thomas ouvrit un autre panneau. Il y a des mouvements récents liés à ce compte. Des paiements? Demanda Marc. Oui, à des fournisseurs inexistants. Thomas vérifia. Pas seulement des fournisseurs. La gorge d'Hélène se serra. Quoi d'autre? Thomas regarda Clara, puis Marc. Des bourses d'études. Clara baissa les yeux vers le papier. J'ai reçu une bourse de la Fondation Claire-Forêt. Hélène resta immobile. Quoi? Clara serra les lèvres. Je ne te l'ai pas dit parce que je pensais que tu te sentirais coupable. J'ai reçu une aide pour le matériel, les cours, le transport. Il disait que c'était anonyme d'une fondation privée. Hélène posa une main sur le comptoir. Ce n'était pas une trahison, pas exactement. C'était une porte que sa fille avait franchie seule pour ne pas la charger davantage, et pourtant cette porte les avait menés à Rémi. Marc regarda Thomas. La bourse de Clara est liée à Addix Septen. Thomas mit du temps à répondre. Elle est dans le même chemin. Rémi profita du coup. B. Cela n'est plus si simple. Madame Duval a reçu des avantages indirects d'un système qu'elle dit maintenant ignorer. Hélène leva la tête. N'utilise pas ma fille pour te couvrir. Je ne l'ai pas utilisée. La fondation l'a aidée, oui. En échange de quoi? Rémi se tut. Clara parla. En échange de silence. Hélène sentit le monde s'arrêter, mais ne se brisa pas. Cette fois, elle ne regarda pas sa fille. Explique-moi. Clara sortit une enveloppe pliée de son sac à dos, la posa sur le comptoir. Quand on m'a donné la dernière confirmation de la bourse, ça venait avec ça. Il disait que si ma mère voyait des papiers étranges dans la tour, elle devait les ignorer, que c'était un conflit administratif, de ne pas s'en mêler. Inès ferma les yeux. Marc prit l'enveloppe. Il n'y avait pas de vrai sceau, pas de signature claire, juste une phrase imprimée sur une feuille ordinaire. Thomas lut le code inférieur. Ce format est aussi sorti d'un terminal interne. Rémi recula d'un demi-pas vers l'entrée latérale. Damien le vit. « Monsieur !» Rémi leva une main. « Ne me touchez pas. » Marc parla. Rémi est suspendu de toutes ses fonctions le temps que cela soit enquêté. Rémi le regarda comme s'il venait de franchir une ligne sans retour. « Vous ne savez pas ce que vous venez de faire. »« Si, je viens de commencer tard. » La phrase resta en l'air. Hélène le regarda. Pour la première fois, Marc ne semblait propriétaire de rien. Il semblait un homme regardant le coût de sa propre absence. Rémi rajusta sa veste de main trop prudente. « Alors, écoutez bien. Si je tombe, je ne tombe pas seul. » Marc soutint son regard. « C'est ce que j'espère. » Rémi sourit à peine. Audrey n'est pas dans la tour. Thomas vérifia quelque chose à l'écran. Son bureau enregistre un accès actif. Rémi nia. Ce n'est pas elle. Hélène comprit avant qu'il ne le dise. Ils avaient aussi utilisé son accès. Rémi ne répondit pas. Le téléphone de l'accueil secondaire sonna. Damien décrocha, écouta, et la couleur de sa voix changea. « Monsieur Valois,
Il y a quelqu'un au bureau financier. Il a demandé que Madame Hélène Duval monte. Clara prit la main de sa mère. Marc s'approcha de l'appareil. Qui a demandé cela? Damien écouta à nouveau. Puis il regarda Hélène. Il dit qu'il a l'enveloppe originale et que si Hélène ne monte pas seule, il la détruit. Si Hélène ne monte pas seule, il la détruit. La phrase resta flottant dans l'accueil secondaire comme une porte se fermant de l'intérieur. Hélène regarda le téléphone, puis regarda Clara, et dans ce minuscule espace entre un regard et l'autre, elle comprit qu'elle ne se battait plus pour un emploi perdu, ni pour une fausse signature, ni pour un sac manipulé. Quelqu'un voulait la séparer de tous. « Je ne la laisserai pas monter seule », dit Clara. Hélène lui prit la main, mais ses doigts ne serrèrent pas, ils la couvrirent seulement. « Je ne te demande pas la permission, ma fille. » Clara secoua la tête. « Maman, écoute-moi. » « Non. » Le mot sortit bas, mais coupa l'air. Marc s'approcha du comptoir où Damien tenait toujours le combiné comme s'il brûlait. L'appel est toujours actif. Damien regarda l'appareil. Ils ont raccroché. Thomas était déjà en train de vérifier le terminal. Ce n'est pas entré par une ligne externe. Ça vient du standard interne. Rémi laissa échapper un rire minime. Encore le système. C'est si utile quand tout le monde a besoin de blâmer quelqu'un. Marc se tourna vers lui. Vous ne bougerez pas d'ici. Vous me retenez. Je vous demande de coopérer pendant l'examen d'une enquête interne. Rémi inclina la tête. C'est si élégant quand vous le dites. Hélène ne le regardait pas. Ses yeux étaient fixés sur Clara. Qui est en haut? Demanda-t-elle. Damien vérifia l'écran de l'accueil. Le bureau financier enregistre un accès actif, mais n'identifie pas d'utilisateur présent, seulement un identifiant. Thomas leva les yeux. Cela signifie que quelqu'un a laissé une carte à l'intérieur ou utilise une session ouverte d'Audrey, demanda Marc. Probablement, Inès, qui était restée près du mur, fit un pas. Audrey ne laisserait jamais une session ouverte. Rémi la regarda avec un calme trop fin. Maintenant, tu sais aussi comment travaille la direction financière. Inès ne recula pas. Je sais ce que j'ai entendu et je sais ce que j'ai caché. Hélène ramassa le carnet et le petit papier. Elle les rangea dans la boîte avec les médicaments déjà remis à Clara, qui reposait maintenant dans la main de la jeune fille. Puis elle regarda Marc. Si je monte avec tout le monde, ils détruisent l'enveloppe. Si elle monte seule, ils l'isolent, répondit-il. Alors je ne monterai pas seul. Rémi sourit. L'appel était clair. Hélène le regarda enfin. Le mensonge avec ma carte l'était aussi. Le silence de Rémi fut un geste. Marc s'approcha de Thomas. Pouvons-nous ouvrir l'audio depuis le bureau financier? Thomas hésita. Non, sans activer une alerte sur le terminal d'en haut. S'il y a quelqu'un qui regarde, il le saura. Caméras. Damiania. Cette zone a des caméras, mais le bureau privé non. Couloir. Thomas tapa sur le clavier. Sur l'écran apparut un couloir de l'étage supérieur vide. Les lumières étaient allumées, mais il y avait quelque chose de différent dans l'image. Une porte entr'ouverte au fond, à peine une ligne sombre coupant le reflet du sol. Hélène reconnut ce couloir, bien qu'elle n'y montait presque jamais. Elle avait nettoyé devant ses bureaux à des heures fermées, quand les décisions étaient déjà prises et qu'il ne restait que des verres usagés, des papiers froissés et une odeur d'air immobile. « C'est le bureau financier », dit Inès. Sur l'écran, rien ne bougea jusqu'à ce qu'une feuille blanche apparaisse sous la porte. Thomas arrêta de taper. Le papier glissa lentement vers le couloir. Puis il s'arrêta. Marc se pencha. Agrandissez. L'image grandit, perdant en netteté. Le papier avait une phrase écrite à la main, grande, tordue par la distance. Hélène seule. Clara serra le bras de sa mère. Non, Hélène ne quitta pas l'écran des yeux. Ils veulent que nous regardions tout cela. Thomas se tourna vers elle. Que voulez-vous dire? Hélène baissa les yeux vers la boîte. Que l'enveloppe n'est peut être pas en haut. Rémi ne put s'empêcher de réagir. Ce fut à peine un clignement, mais Hélène le vit. Marc aussi. Expliquez-vous, dit-il. Hélène ouvrit le carnet à la page où se trouvait la marque Adiccept. Elle feuilleta rapidement, sans lire de liste ni de rappel. Le bout de ses doigts effleura le papier usé. Dans un coin près d'une feuille arrachée, elle trouva une pression sur la page comme une écriture enfoncée sans encre. Clara dit « Donne-moi le crayon de ton sac à dos ». Clara la regarda, confuse. « Pourquoi faire? Donne-le-moi ». La jeune fille sortit un court crayon et le lui tendit. Hélène inclina le carnet et passa la pointe sur le côté, doucement sur la feuille. Les marques commencèrent à apparaître comme des ombres. Thomas s'approcha. « C'est une impression d'écriture ». Hélène continua de passer le graphite. Des lettres incomplètes apparurent. Clarté d'aube, casier interne, B6, ne pas monter. Inès se couvrit la bouche. « Je n'ai pas écrit ça ». Hélène leva les yeux. « Alors quelqu'un a utilisé mon carnet après ». Rémi parla aussitôt. « Ou vous ne vous souvenez pas de ce que vous notez ». Clara fit un pas vers lui. « Ne lui parle pas comme ça ». Hélène la retint d'une main. Marc regarda Damien.
Où sont les casiers internes B? Damien déglutit. Au sous-sol technique, près du dépôt de courrier. Thomas vérifia le plan. C'est loin du bureau financier. Exact, dit Hélène. Ce changement de direction modifia le mouvement de tous. La menace d'en haut était réelle, mais c'était peu. Être une distraction ou un test ou un piège pour laisser sans protection l'endroit où se trouvait l'important. Marc prit une décision. Nous nous divisons sans diviser Hélène. Personne ne monte seul. Personne ne descend seul. Thomas et Damien vont au sous-sol technique. J'accompagne Hélène à l'étage financier. Clara s'avança. Je vais avec ma maman. Non, dit Hélène. J'étais aux archives. J'ai vu ces chiffres. Si une autre étiquette apparaît, je peux la reconnaître. Et justement pour cela, tu ne monteras pas. Clara soutint son regard. Ils m'ont amené ici parce qu'ils pensaient que j'obéirais par peur. Je n'obéirai pas maintenant par peur non plus. Hélène sentit le coup de cette phrase en silence. Ce n'était pas de la rébellion, c'était une fille qui lui rendait, d'une autre voix, la dignité qu'elle-même essayait de lui enseigner. Marc intervint. Clara peut rester avec Inès à l'accueil, avec les caméras et la sécurité. Clara nia. Inès a déjà caché des choses. Inès baissa le regard et cette fois, elle ne se défendit pas. Elle a raison, dit-elle. Hélène regarda Inès. La culpabilité de la femme ne servait plus à rien si elle ne produisait pas d'action. Alors fais quelque chose d'utile. Inès leva les yeux. Quoi? Va avec Thomas au sous-sol. Si ce casier existe, tu sauras si ce qu'il y a dedans appartient aux archives. Thomas hocha la tête. Elle peut t'aider. Marc hésita un instant puis approuva d'un geste. Damien voulait accompagner. Rémi se dirigea vers la sortie. Je devrais aussi être présent, puisque je suis accusé de tout. Marc l'arrêta du regard. Vous restez avec moi. Pratique nécessaire. La décision difficile fut tracée. Hélène montrait vers la menace visible avec Marc et Rémi. Thomas, Inès et Damien descendraient vers la piste cachée. Clara resterait à l'accueil secondaire face aux caméras, téléphone en main, et l'ordre d'appeler si quelque chose changeait. Mais Clara ne lâcha pas Hélène tout de suite. N'entre pas. Si la porte est fermée, je ne ferai rien sans regarder d'abord. Promets-le-moi. Hélène posa son front une seconde contre celui de sa fille. Elle ne dit pas « Je te le promets ». Elle savait qu'une promesse mal faite pouvait briser plus qu'un silence. Je redescendrai. Clara accepta cette réponse parce que c'était la seule honnête. L'ascenseur vers l'étage financier monta lentement. À l'intérieur, l'air sentait le métal froid et le parfum usé. Marc était près du panneau. Rémi, de l'autre côté, regardait son reflet sur la porte. Hélène tenait la boîte et le carnet comme s'il s'agissait de documents officiels. « Cela ne se termine pas en haut », dit Rémi soudainement. Marc ne répondit pas. « Vous croyez avoir trouvé une faille dans mon service ?» Il continua. « Mais Adixet existait avant moi. » Hélène se tourna à peine. « Alors pourquoi m'as-tu accusé ?» Rémi la regarda à travers le reflet. « Parce que tu étais le nom le plus facile à faire passer pour une erreur. » L'ascenseur continua de monter. La confession partielle ne sonna pas comme un remords. Elle sonna comme de la lassitude, comme quelqu'un qui avait décidé de perdre une couche pour en conserver une autre. Marc serra la mâchoire. « Qui vous a donné l'ordre ?» Rémi sourit sans joie. « Vous croyez encore que les ordres viennent avec une signature ?» Les portes s'ouvrirent. Le couloir financier était vide. L'air y était plus froid. Il n'y avait pas de voix, seulement le bourdonnement constant des équipements allumés. Au fond, la feuille était toujours au sol devant la porte entr'ouverte. Marc fit signe de ne pas avancer. Rémi, devant. Rémi laissa échapper un petit rire. Quelle confiance. Bougez. Ils marchèrent lentement. Hélène sentit sous sa semelle une petite aspérité, des fragments de papier. Elle regarda vers le bas. Il y avait des lanières très fines le long de la plainte, comme des restes d'une déchiqueteuse portable ou de documents coupés à la main. Marc murmura. Lui aussi le vit. Rémi regarda droit devant lui, trop immobile. Ils arrivèrent à la porte. Il n'y avait personne à l'intérieur. Le bureau financier était rangé de manière artificielle, bureau propre, chaises alignées, store baissé. Une légère odeur de papier chaud flottait dans l'air, comme lorsqu'une imprimante travaille trop et qu'elle devient ensuite muette. Sur le bureau, il y avait une enveloppe. Hélène ne s'approcha pas. « Ce n'est pas l'original », dit Marc. Il la regarda. « Comment le savez-vous ? Parce qu'ils veulent que je le touche. » Rémi ne dit rien. Marc sortit un mouchoir en papier d'un distributeur et souleva l'enveloppe par le coin. Elle était vide. À l'intérieur, il n'y avait qu'une note. « Merci d'être monté. » À cet instant, le téléphone de Marc vibra. Thomas. Marc décrocha en haut-parleur. « Parlez. » La voix de Thomas arriva hachée, accompagnée d'un écho de sous-sol. « Nous avons trouvé le casier B6. » Hélène retint son souffle. « Et il n'y a pas d'enveloppe. » Rémi ferma les yeux à peine, presque avec soulagement, mais Thomas continua. « Il y a une vieille tablette. Elle est allumée et diffuse une vidéo en boucle. » Marc s'approcha du téléphone. « Quelle vidéo ?»
On entendit la respiration d'Inès de l'autre côté, puis la voix de Thomas, plus basse. Hélène apparaît entrant dans l'immeuble à une heure altérée, mais c'est mal monté. L'image a été éditée. Hélène posa la boîte sur le bureau pour ne pas la laisser tomber. « Comment savent-ils » Inès répondit d'une voix brisée. « Parce qu'ils ont utilisé un enregistrement d'une autre entrée. J'étais derrière elle ce jour-là. Dans la vidéo, ils m'ont effacé. » La nouvelle révélation changea à nouveau le terrain. Non seulement ils avaient utilisé la carte d'Hélène, mais ils avaient fabriqué une image. Marc regarda Rémi. « Qui a édité la vidéo ?» Rémi ouvrit les mains. « Je ne suis pas technicien. » Hélène fit un pas. « Mais tu savais qu'elle existait. » « Je n'ai pas dit ça. Ce ne fut pas nécessaire. » Par le téléphone, Damien parla avec urgence. « Monsieur, la tablette vient de recevoir un message. » Thomas lut. « Bureau financier dégagé. Procédez. » Marc se tourna vers la porte. « Clara !» Hélène sortit avant lui. Elle ne courut pas de manière désordonnée. Elle descendit le couloir à pas rapides, la boîte contre son corps, le carnet serré dans une main. L'ascenseur mettait trop de temps. Marc appuya sur le bouton. Rémi resta derrière, immobile. « Descendez avec nous !» ordonna Marc. « Pourquoi faire ?» dit Rémi. « Vous avez déjà décidé que je suis coupable. » Hélène se retourna. « Non, nous n'avons pas encore décidé combien vous en savez. » Rémi la regarda, et dans ses yeux il n'y avait plus de supériorité. Il y avait un calcul désespéré. L'ascenseur s'ouvrit, ils descendirent. Chaque étage semblait une attente inutile. Marc essaya d'appeler l'accueil secondaire. Il ne répondait pas. Hélène appela Clara. Ça sonna une fois, 2, 3, rien. Quand les portes s'ouvrirent en bas, la zone était vide. La chaise où Clara était assise était toujours là, son sac à dos aussi. Le téléphone était sur le comptoir avec l'écran allumé. Hélène le prit. Il y avait un nouveau message envoyé par le même expéditeur masqué. Ce n'était pas Clara que nous voulions. Marc regarda vers la caméra de l'accueil. « Damien !» Mais Damien était au sous-sol. Hélène leva les yeux vers l'écran de sécurité. Sur l'une des caméras, le couloir latéral montrait un mouvement. Une silhouette entrait dans le dépôt de courrier où se trouvaient Thomas, Inès et Damien. Puis l'image clignota et s'éteignit. Le téléphone interne sonna à nouveau. Cette fois, Hélène décrocha. Elle ne dit rien. De l'autre côté, une voix de femme parla avec un calme précis. « Madame Duval, dites à Marc d'arrêter de chercher l'enveloppe. Il sait pourquoi Clarté d'Aube n'aurait jamais dû être rouverte. » Hélène regarda Marc. Il avait entendu. La voix continua. « Et si vous voulez protéger votre fille, demandez-lui ce qui est arrivé à la première employée qui a essayé de remettre Addix-7. Demandez-lui ce qui est arrivé à la première employée qui a essayé de remettre Addix-7. » La voix coupa. Hélène resta le combiné à la main, n'entendant que la tonalité vide de la ligne. À ses côtés, Marc ne bougea pas. Clara était quelques pas en arrière près du comptoir, les médicaments serrés entre ses doigts. Personne ne demanda qui était cette femme, car tous regardèrent Marc. « Dis-le » demanda Hélène. Marc baissa les yeux vers le téléphone, comme si la réponse pouvait s'y trouver, cachée entre les câbles et les boutons. « Ce n'était pas une employée » dit-il enfin. Rémi laissa échapper un bref rire depuis l'entrée. Maintenant, la sélection des mots commence. Marc ne le regarda pas. C'était une auditrice interne. « Pour ceux d'en haut, peut être » dit Inès depuis la communication ouverte du sous-sol. Pour nous, c'était la femme qui vérifiait les archives seule après la fermeture. Hélène serra le combiné plus fort. Comment s'appelait-elle? Marc ferma les yeux une seconde. Mireille Sauvage. Le nom tomba sans bruit, mais changea l'air de l'accueil. Thomas, toujours connecté depuis le sous-sol, arrêta de parler. Damien murmura quelque chose qui ne parvint pas clairement. Clara s'avança vers sa mère. « Maman !» Hélène leva une main sans quitter Marc des yeux. « Que lui est-il arrivé ?» Marc déglutit. Il n'y avait pas de théâtre dans son geste, seulement un délai inconfortable de ceux qui ne naissent pas du mensonge, mais de la honte. Elle a signalé des incohérences dans Clarté d'Aube. J'ai reçu un rapport incomplet. On m'a dit qu'elle avait manipulé des données pour faire pression en vue d'une compensation. Hélène ne s'ila pas. « Et vous avez cru cela ?» J'ai cru le dossier. Le dossier que d'autres ont préparé. Marc hocha la tête à peine. Oui. Rémi croisa les bras. C'est pratique de découvrir maintenant que tous les dossiers étaient contaminés. Hélène se tourna vers lui. Tu savais qui était Mireille? Tout le monde la connaissait. Non, tu savais ce que son nom signifiait. Rémi ne répondit pas. Depuis le téléphone de Marc, la voix de Thomas arriva plus ferme. Nous avons trouvé un dossier dans la tablette. Il n'est pas dans le système. Il semble chargé manuellement. Nomme? Demanda Marc. Sauvage. Hélène vit Marc poser une main sur le comptoir. Ses doigts se tendirent sur le bord. Ouvrez-le. Il y eut un bref silence. Puis on entendit la respiration d'Inès trop près du microphone. Il n'y a pas l'enveloppe originale, dit Thomas. Mais il y a des photos de documents. Plusieurs sont floues, une a une note en marge. Lisez, ordonna Marc. Thomas mit du temps. Si cela arrive en retard, Hélène ne doit rien signer.
Clara fit un pas vers sa mère. Hélène ne comprit pas immédiatement ou ne voulut pas. « Mon nom, oui, » dit Thomas. C'est écrit à la main sur une copie du rapport de Mireille. La première reviravolta n'explosa pas, elle s'enfonça. Hélène regarda Marc, puis Inès. « Je ne connaissais pas cette femme. » Inès répondit du sous-sol d'une voix basse. « Elle vous connaissait, vous. D'où » Inès ne répondit pas immédiatement. Rémi parla avant, d'une douceur dangereuse. Mireille Sauvage a interrogé le personnel d'entretien sans dire pourquoi. Elle a posé des questions, vérifié les horaires, demandé des signatures d'entrée, peut-être avez-vous parlé avec elle et l'avez-vous oublié. « Ne me dites pas ce que j'oublie, » dit Hélène. Clara posa une main sur le bras de sa mère. « Je me souviens de ce nom. » Hélène se tourna vers elle. « Quoi ?» Clara baissa le regard vers l'enveloppe de la fondation qui était toujours sur le comptoir. Mireille Sauvage apparaissait comme un ancien contact de Clarté d'Aube. Dans la première lettre de la bourse, en bas, en petits caractères. Marc prit l'enveloppe avec précaution et examina la feuille. Thomas, depuis le sous-sol, demanda de l'approcher du lecteur du terminal. Marc le fit. « Il n'y a pas de signature, » dit Marc. Clara nia. « Ce n'était pas une signature, c'était une référence. Programme révisé par MS. J'ai cherché ce que cela signifiait parce que je pensais que c'était une initiale de service. » Hélène la regarda comme si elle voyait une partie inconnue de sa fille. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Clara tint le papier contre sa poitrine. « Parce que chaque fois qu'une aide apparaissait, tu demandais d'où elle venait, et je voulais que pour une fois, tu n'aies pas à choisir entre payer quelque chose ou dormir. » Hélène ne l'embrassa pas. Non, elle lui toucha à peine la main, un contact minimal pour ne pas craquer devant tout le monde. Marc fit un pas vers Rémi. Mireille n'a pas fermé Clarté d'Aube, elle a essayé de le sauver. Rémi sourit sans joie, ou a essayé de prendre le contrôle de quelque chose qui était déjà pourri. Audrey lui a donné cette version. Le nom fit que la ligne du téléphone devint à nouveau muette. Mais cette fois non pas parce qu'elle coupait, mais parce que tous entendirent l'ascenseur s'ouvrir près de l'accueil principal. Damien parla depuis le sous-sol. « Monsieur, quelqu'un vient d'activer la sortie du dépôt avec un identifiant financier. » Thomas ajouta « Ce n'est pas nous. » Marc leva les yeux vers la caméra éteinte. « Clara est avec vous ?» demanda Inès depuis le téléphone. Soudain, Hélène se retourna. Clara était là, mais son sac à dos non. « Où est ton sac à dos ?» demanda Hélène. Clara regarda le banc, la chaise, le sol, rien. Il était là. Rémi laissa échapper un souffle, presque imperceptible. Hélène se tourna vers lui. Qui avait-il à l'intérieur? Clara mit du temps à répondre. La lettre originale de la bourse. Et mon carnet. Quel carnet? Où j'ai noté les codes des étiquettes que j'ai vues aux archives. Hélène n'éleva pas la voix. Son silence fut pire. Marc s'adressa à Damien par le téléphone. Fermez le dépôt et montez maintenant. Nous ne pouvons pas, dit Thomas. Pourquoi? On entendit un bruit métallique, pas fort, mais définitif. Thomas respira près du microphone. La porte ne s'ouvre pas de l'intérieur. Rémi s'écarta lentement du mur. On dirait que quelqu'un a toujours un coup d'avance. Marc l'affronta. Qui? Vous voulez un nom? Oui, vous n'allez pas aimer. Dites-le. Rémi regarda Hélène, puis Clara, puis revint à Marc. Mireille Sauvage n'a pas disparu du dossier par accident. Elle a signé sa sortie et l'ordre de fermeture de Clarté d'Aube est venu de son bureau. Marc avança d'un pas. Ma signature a été falsifiée sur plusieurs ordres. Pas sur celui-là. Cette phrase laissa Marc sans défense. Marc ne répondit pas. Hélène vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, non pas du doute sur son visage, mais de la mémoire. Une mémoire qu'il avait verrouillée et que quelqu'un ouvrait maintenant de l'extérieur. « C'est vrai ?» demanda-t-elle. Marc respira profondément. « J'ai signé la fermeture administrative. » Clara s'éloigna à peine de lui. « Alors vous saviez. Je savais qu'il y avait des irrégularités. Je ne savais pas qu'ils utilisaient la fondation pour détourner de l'argent, ni pour faire pression sur les employés. Mais vous avez fermé le programme, dit Hélène. Oui, et vous avez enterré ce que Mireille avait trouvé. Marc reçut l'accusation sans se protéger. Oui, le mot ne le libéra pas, il l'exposa. Rémi profita de la brèche. Tout le monde a besoin d'un coupable simple, mais la vérité n'est pas simple. Le directeur a fermé, Audrey a déplacé, Mireille a fait pression, Inès a caché, Hélène a gardé, Clara a accepté des avantages. Et je suis le seul monstre de l'histoire. Il n'y a pas de monstre ici, dit Hélène. Il y a des décisions. Rémi resta immobile. Cette phrase l'atteignit d'une manière différente. Pour la première fois, il n'eut pas de réponse prête. Le téléphone interne sonna à nouveau, mais pas dans l'accueil secondaire. Il sonna sur l'appareil de sécurité près de l'accès latéral. Clara s'approcha avant qu'Hélène ne puisse l'arrêter. « Ne décroche pas », dit Hélène. Clara regarda l'écran. « C'est du sous-sol. » Marc décrocha. « Parlez, ce n'était pas Thomas, c'était Inès. »« Monsieur Valois,
La tablette a un dossier verrouillé. Il faut une clé. Laquelle? Je ne sais pas, mais il y a une question. Lisez-la. Inès respira. Que Marc a-t-il promis quand Mireille a demandé protection? Hélène regarda Marc. L'accueil sembla rétrécir. Marc appuya le combiné contre son oreille plus fort. Écrivez, personne ne perdra son emploi. Inès tapa de l'autre côté. 1 seconde. 2, ça n'ouvre pas. Rémi sourit. Marc ferma les yeux. Essayez. Personne ne restera seul. Un autre silence. Puis, la voix de Thomas, avec une nouvelle tension, ça a ouvert. Clara regarda Marc comme si elle venait de comprendre quelque chose d'impossible. Vous l'avez promis à Mireille. Marc ne répondit pas. Thomas parla rapidement. Il y a une vidéo. Elle semble enregistrée par Mireille. Elle n'est pas complète. Diffusez-la avec l'audio, dit Marc. Le son arriva bas, déformé. La voix d'une femme parla depuis la tablette avec des interférences et des pauses. Si cela apparaît, c'est que je n'ai pas réussi à remettre à Dixept. La fondation n'a pas seulement perdu de l'argent, elle a été utilisée pour acheter des silences. Il y a une employée qui ne comprend pas ce qu'elle a vu. Hélène Duval. Ne l'impliquez pas. Elle n'a fait que trouver une boîte déplacée. Hélène porta une main à son carnet. Une boîte déplacée. Le couloir, le local des fournitures. Une nuit ordinaire, elle avait déplacé une boîte qui bloquait le passage. Elle avait vu des étiquettes. Elle avait prévenu Inès parce qu'elle pensait que quelque chose était mal archivé. Rien de plus. Cela avait suffi. La voix de la vidéo continua. Si on me retire de l'affaire, cherchez qui a rouvert Clarté d'Aube à partir d'un compte dormant. Ce n'était pas Rémi. Rémi exécute. Audrey signe des chemins. Mais l'ordre initial est venu de quelqu'un ayant un accès familier au bureau de Marc. L'audio coupa. Personne ne parla. Accès familier. Rémi cessa de sourire. Marc resta complètement immobile. Clara regarda Hélène, puis Marc. Familial. Thomas revint en ligne. La vidéo se termine là, mais il y a un fichier joint avec des initiales. SV. Marc abaissa le combiné lentement. Hélène observa sa réaction. Cette fois, ce n'était pas une culpabilité d'entreprise. C'était quelque chose de plus personnel, de plus ancien, de plus enfoui. « Qui est SV » demanda-t-elle. Marc mit trop de temps. Rémi répondit pour lui. « Sylvie Valois ». Clara fronça les sourcils. « Sa femme » Marc nia d'une voix rauque. « Ma sœur ». Le mot ouvrit une autre porte. Hélène ne savait pas qui était Sylvie, mais elle comprit suffisamment. Quelqu'un de la famille du directeur avait utilisé le bureau, la fondation, les accès et les noms de personnes invisibles pour déplacer quelque chose qui ne devait pas exister. Et tous ne faisaient qu'effleurer la surface. Un coup retentit depuis le couloir latéral, puis un autre. Thomas parla depuis le téléphone, plus loin. La porte du dépôt s'est ouverte toute seule. Marc se redressa. « Sortez de là, nous ne pouvons pas. » Pourquoi? La réponse ne vint pas de Thomas. Elle vint de Damien, la voix brisée par la course, parce que quelqu'un a laissé le sac à dos de Clara à l'intérieur, et en plus il y a un dossier au nom d'Hélène. Hélène sentit la main de Clara chercher la sienne. Rémi pour la première fois baissa le regard. Marc serra le combiné. Ne touchez à rien. Thomas répondit. Trop tard. Silence. Hélène s'approcha du téléphone. Que s'est-il passé? La voix de Thomas revint presque sans air. Le dossier s'est ouvert tout seul sur la tablette. Il y a un ordre de plainte prêt à être envoyé. Contre qui? Demanda Hélène. Thomas ne répondit pas immédiatement. Puis il dit, contre Clara. Contre Clara. Hélène ne cria pas. Elle posa le téléphone sur le comptoir avec un soin impossible, comme si la vitre en dessous pouvait se briser si sa main tremblait. Clara était à ses côtés avec le flacon entre les doigts et le sac à dos, disparu transformé soudainement en preuve contre elle. Marc regarda Rémi. Que contient cette plainte? La voix de Thomas arriva du sous-sol, rauque par la tension. Utilisation abusive d'un avantage éducatif, réception de fonds irréguliers, rétention d'informations internes et une déclaration jointe qui dit que Clara a agi sur indication d'Hélène. Hélène posa une main sur le comptoir. C'est un mensonge. Clara ne dit rien. Elle regarda le sol, puis le téléphone, puis la porte latérale par où son sac à dos avait disparu. Sa respiration ne s'accéléra pas. Ce fut ce qui inquiéta le plus Hélène. Sa fille ne s'effondrait pas. Elle organisait les pièces. « La plainte a déjà été envoyée ?» demanda Marc. « Non » répondit Thomas. « Elle est programmée. Il y a un bouton d'envoi en attente sur la tablette. Ne le touchez pas. Nous ne le touchons pas. » Rémi s'installa près du mur, trop immobile. « Une plainte préparée ne signifie pas que je l'ai préparée. » Hélène le regarda. « Personne ne t'a encore demandé, mais tout le monde me regarde, parce que tu sais toujours où est le prochain dégât. » Rémi ne répondit pas. Cette fois, il ne sourit pas. Depuis le téléphone, Inès parla à voix basse. Il y a un fichier joint. Il contient des captures de la bourse de Clara, des copies de mouvements de Clarté d'Aube,
et une autorisation au nom d'Hélène. « Je n'ai rien autorisé, dit Hélène. La signature semble scannée, ajouta Thomas, mais pas depuis un document de travail. Elle semble tirée d'une fiche de retrait de fourniture. Hélène ferma les yeux une seconde. Une fiche ordinaire, une signature apposée en fin de service, un petit geste transformé en piège. Clara leva la tête. « Maman, j'ai bien reçu cette bourse. Cela ne te rend pas coupable, mais cela me rend utile pour eux. » Hélène voulut répondre, mais la phrase de Clara ouvrit quelque chose qu'aucune défense ne pouvait refermer. La jeune fille comprenait la logique du piège mieux que beaucoup d'adultes dans cette pièce. On l'avait choisie parce qu'elle était la fille d'Hélène, parce qu'elle avait accepté une aide, parce que n'importe quel papier pouvait être déformé jusqu'à paraître coupable. Marc prit le téléphone du comptoir. « Thomas, peux-tu copier cette plainte sans l'activer ?»« Oui, si je l'extrais de la sauvegarde locale. Fais-le. J'ai besoin de quelques minutes. »« Nous n'avons pas de minutes, » dit Rémi. Marc se tourna vers lui. « Pourquoi ?» Rémi regarda vers la caméra éteinte du couloir latéral. « Parce que si cette tablette a reçu des instructions, quelqu'un observe si elles sont exécutées. » Hélène fit un pas vers lui. « Alors aide-nous à l'arrêter. » Rémi baissa les yeux vers ses mains. « Ça ne fonctionne pas comme ça. »« Comment ça fonctionne ? Chaque chemin a un remplacement. Si un terminal est bloqué, un autre prend l'ordre. Qui contrôle les chemins ?» Rémi leva les yeux. « Sylvie. » Le nom ne sonna plus comme une révélation, il sonna comme une porte s'ouvrant sur un endroit pire. Marc s'approcha. « Comment savez-vous cela ?» Rémi soutint son regard, mais sa voix perdit de son mordant d'avant parce que je ne lui parlais jamais directement. Je recevais des instructions par des canaux internes, des messages sans signature, des chemins approuvés depuis des comptes qui semblaient venir de la direction. Audrey validait les paiements, j'exécutais les blocages, les accès, les rapports. On m'a dit que c'était pour protéger la structure. « Et vous avez cru cela ?» demanda Hélène. Rémi la regarda. « J'ai voulu y croire. Ce n'est pas la même chose. » Non, cette courte réponse perturba la pièce. Rémi avait cessé de se défendre comme s'il pouvait encore s'en sortir indemne. Marc serra la mâchoire. Audrey savait qu'ils utilisaient Clara. Non, au début. Et après, Rémi ne répondit pas. Clara fit un pas en avant. Après, oui. Rémi la regarda pour la première fois, sans l'utiliser comme un outil. Il hésita, et ce délai fut une confession. Après, personne n'avait voulu regarder de près. Hélène eut envie de retirer Clara de tout le monde, de la sortir de l'immeuble, de fermer chaque porte. Mais si elle partait, la plainte existerait toujours. Le sac à dos serait toujours là. La signature serait toujours là, attendant d'être crue par quelqu'un qui ne les avait jamais vus travailler, attendre, se taire. « Où est Sylvie ?» demanda Marc. Réminia. « Je ne sais pas. Ne mentez plus. Je ne mens pas. Elle n'opère pas d'ici. Elle ne reste jamais là où elle laisse des traces. » Thomas interrompit depuis le sous-sol. « J'ai copié la plainte. »« Et la tablette ?» demanda Marc. « Elle est toujours active. Mais autre chose est apparue. » Inès prit la ligne. « Le sac à dos de Clara a une étiquette collée à l'intérieur. Ce n'est pas la sienne. » Il est écrit « Échantillon livré par ED. » Hélène regarda Clara. « ED, Hélène Duval, » dit Rémi. « Ou quelqu'un voulait que ce soit ça, » répondit Clara. Hélène la regarda. La jeune fille déglutit, mais continua. « Mon carnet n'était pas comme ça. Je le garde avec un ruban. S'ils l'ont ouvert, ils ont dû le déplacer. »« Quel ruban ?» demanda Marc. « Un ruban adhésif ordinaire à l'intérieur. Je l'utilise pour fermer la couverture parce qu'elle est usée. » Thomas parla après quelques secondes. « Le ruban est cassé. Il y a une marque fraîche. » Hélène toucha la main de Clara. « Cela prouve qu'ils l'ont manipulé. Cela prouve que quelqu'un l'a ouvert, » corrigea Thomas. « Nous avons besoin de quelque chose de plus. » Clara respira profondément. « Mon carnet a des pages numérotées. » Rémi fronça les sourcils. « Quoi ? Pas toutes. Seulement les dernières. Je l'ai fait pour étudier. S'il en manque une, ça se voit. » Thomas tourna les pages. Le bruit sec du papier parvint par le téléphone. « Il manque une feuille. » Hélène serra les doigts sur le bord du comptoir. Qui avait-il là? Clara mit du temps à répondre. Les codes que j'ai copiés des archives et un nom que j'ai vu sur une étiquette. Marc se pencha vers le téléphone. « Lequel ?» Clara regarda Rémi. « Sylvie. » Rémi détourna le regard. La vérité se referma avec précision. Clara n'était pas seulement victime d'une fausse plainte. Elle avait vu un nom qui reliait la fondation à la famille Valois. Avant que tout le monde ne le sache, Marc prit une décision. « Nous allons rendre publique l'enquête au sein de l'immeuble. » Rémi leva la tête. « Ne faites pas ça. Je convoquerai la direction, l'audit interne et les représentants de chaque service. Sylvie veut que vous réagissiez comme ça. Je me fiche de ce que Sylvie veut. Vous devriez. » Marc fit un pas vers lui. « J'ai déjà réagi tardivement une fois. » Le silence qui suivit porta le nom de Mireille Sauvage sans le dire. Hélène observa Marc. Cette phrase n'était pas un discours, c'était une perte.
La promesse qu'il n'avait pas tenue revenait transformée en obligation. Personne ne restera seul. Il l'avait dit avant. Maintenant, il devait la payer. Si vous faites ça, dit Rémi, la plainte contre Clara peut sortir avant que vous n'ayez fini de parler. Thomas répondit d'en bas. Non, si je coupe la sortie de la tablette. Il y a des remplaçants, insista Rémi. Clara s'approcha du téléphone. Alors, laissez-la sortir. Hélène se tourna vers elle. Non, maman, non. Écoute-moi, je ne laisserai pas utiliser ton nom. Clara soutint son regard. Ses doigts serraient le flacon, mais sa voix sortit claire. Ils l'ont déjà utilisé. Si nous essayons de le cacher, ça semble vrai. Presson, si nous le montrons d'abord, nous montrons comment ils l'ont monté. Hélène ne put répondre. L'idée n'était pas celle d'une enfant effrayée, c'était celle de quelqu'un qui comprenait que le silence avait nourri tout ce système. Marc regarda Clara avec un sérieux nouveau. « Cela vous expose. Je suis déjà exposé. » Hélène lui prit le bras. « Tu n'as rien à prouver. Je ne veux pas prouver. Je veux qu'il ne puisse plus écrire pour nous. » La décision de Clara changea la scène. Clara cessa d'être une pièce utilisée et choisit de devenir un témoin. Marc appela depuis son téléphone. Salle de conférence principale. Maintenant, tous les responsables internes disponibles, sans exception, et activez l'enregistrement institutionnel. Rémi s'écarta du mur. Vous ouvrez une porte que vous ne fermerez pas. Marc le regarda. J'espère bien. Le mouvement commença immédiatement. Ce ne fut pas le chaos, ce fut pire. Une organisation froide, urgente. Damien monta du sous-sol avec Inès et Thomas. Le sac à dos de Clara venait dans un sac d'archives transparent sans que personne ne le touche directement. Thomas portait la tablette isolée du réseau. Inès tenait un dossier avec les copies de Mireille Sauvage. En se réunissant à l'accueil, Hélène remarqua qu'Inès ne se cachait pas derrière les autres. Ses épaules étaient tendues, mais elle avançait, non pas comme une héroïne, mais comme quelqu'un qui acceptait enfin que parler tard n'effaçait pas d'avoir gardé le silence. « Hélène, » dit Inès. « Pas maintenant, juste une chose. » Hélène la regarda. « Dis-le vite. » Inès sortit une feuille pliée. « Mireille m'a laissé ça quand on l'a écarté du dossier. Elle m'a demandé de le remettre si Adixet rouvrait. Je ne l'ai pas fait. » Hélène ne tendit pas la main. « Pourquoi maintenant ?» Inès baissa le regard. « Parce que Clara a fait en un après-midi ce que je n'ai pas fait en des années. » Hélène prit la feuille, ne l'ouvrit pas encore. Ils marchèrent vers la salle principale. Le couloir semblait autre, bien que ce fût le même immeuble. Des personnes sortaient des bureaux, regardaient, chuchotaient, s'arrêtaient en voyant Marc avancer avec Hélène, Clara, Thomas, Inès, Damien et Rémi. Pour la première fois, Hélène ne marchait pas seule dans la tour. Dans la salle de conférence, les lumières étaient trop fortes. La table centrale était vide. Plusieurs personnes occupèrent des chaises sans savoir quoi faire de leurs mains. Marc se plaça devant. Il ne chercha pas de pupitre. Il n'avait pas besoin de paraître directeur. Il avait besoin de répondre. « Cette réunion est enregistrée », dit-il. « Tout ce qui sera dit fera partie d'une révision formelle. » Rémi resta près de la porte. Clara était à côté d'Hélène. Thomas connecta la tablette à un écran isolé. Inès posa le dossier de Mireille sur la table. Marc respira. Pendant des années, la Fondation Claire-Forêt a été utilisée pour des opérations qui n'étaient pas transparentes. Mon bureau a émis des ordres réels et a également été utilisé pour des ordres falsifiés. J'ai signé la fermeture administrative alors que j'aurais dû protéger celle qui a signalé le problème. Un murmure parcourut la salle. Hélène regarda Marc. Ce n'était pas suffisant, mais c'était le premier poids posé sur la table. Mireille Sauvage a tenté de remettre un rapport, continua-t-il. Je ne l'ai pas écouté comme il fallait. Rémi baissa le regard. Thomas activa la vidéo de Mireille. La voix de la femme emplit la salle, imparfaite, avec des interférences, mais vivante dans chaque mot. Quand elle nomma Hélène, plusieurs visages se tournèrent vers elle. Quand elle dit que Rémi exécutait et qu'Audrey signait des chemins, personne ne respira à l'aise. Quand elle mentionna un accès familial au bureau de Marc, la salle resta sans murmure. Alors l'écran clignota. Thomas essaya de l'arrêter. « Je ne fais pas ça. » L'image changea toute seule. Un nouveau document apparut, non pas depuis la tablette, mais depuis le système de la salle. En haut, on lisait « Déclaration préventive de Sylvie Valois ». Marc fit un pas vers l'écran. Le document s'ouvrit avec l'audio. La voix d'une femme parla avec un calme mesuré. « Marc, si tu vois ça devant tout le monde, alors tu as choisi le scandale plutôt que la famille. » Hélène sentit Clara chercher sa main. La voix continua. « Clarté d'Aube n'a jamais été ton œuvre propre. C'était notre façon de maintenir debout un groupe que tu voulais diriger sans regarder ses fondations. Mireille l'a compris. Rémi a obéi. Audrey a protégé les chiffres. Et Hélène Duval. La pause fut précise. Hélène Duval n'a pas trouvé une boîte par accident. Quelqu'un l'a mise sur son chemin pour mesurer s'il restait encore une personne capable de ne pas regarder ailleurs. Hélène sentit la salle entière se déplacer vers elle.
Marc parla à l'écran, bien que Sylvie ne fût pas là. « Qui » L'audio continua. « Si tu veux l'enveloppe originale, arrête de chercher dans la tour. Elle est là où ta promesse a commencé. » L'enregistrement se termina. Sur l'écran apparut une adresse interne. Non pas une ville, non pas une vraie rue, domaine Valois, archives familiales Valois. Et en dessous, une phrase finale. Aimène Hélène. Sans elle, personne ne croira ce que tu as signé. Le domaine Valois ne semblait pas un lieu préparé pour cacher une vérité. Il avait des portes lourdes, des couloirs silencieux et une archive familiale où la poussière sentait le vieux papier, le bois clos et les promesses abandonnées. Hélène entra avec le carnet contre sa poitrine. Marc marchait à ses côtés. Clara les suivait sans lâcher le sac à dos retrouvé. Rémi ne les accompagna pas. Il était resté à la tour Lumière sous garde interne après avoir remis ses accès. Il ne demanda pas pardon. Il ne se défendit pas non plus. Il laissa juste une phrase avant que Thomas ne l'éloigne de la salle. Si Sylvie apparaît, elle ne niera rien. Elle dira que vous aussi, vous en avez eu besoin. Hélène ne répondit pas, car pour la première fois, elle n'avait pas besoin de gagner une discussion. Elle avait besoin d'arriver au bout. Au domaine Valois, la porte des archives était fermée avec une vieille clé que Marc reconnut à peine. Il la prit d'une boîte métallique rangée dans une armoire latérale. Ses doigts mirent plus de temps que nécessaire pour l'insérer. Clara l'observa. « Vous saviez que cet endroit existait ?» Marc ouvrit la serrure. « Oui. Et vous n'avez jamais cherché ici ?» Il ne poussa pas la porte immédiatement. Je ne voulais pas trouver quelque chose qui m'obligerait à regarder en arrière. Hélène le regarda de côté. « C'est aussi une décision. » Marc hocha la tête. « Je sais. » La porte s'ouvrit avec un bruit sourd. À l'intérieur, il y avait des étagères, des boîtes numérotées et des dossiers sans marque extérieure. Ce n'était pas une archive d'entreprise. C'était quelque chose de plus privé, de plus inconfortable. Là ne se trouvaient pas les documents qu'une compagnie gardait pour se défendre. S'y trouvaient ceux qu'une famille cachait pour continuer à paraître propre. Thomas était arrivé avec un terminal isolé. Inès apportait les copies de Mireille Sauvage. Damien attendait près de l'entrée, attentif aux accès. Personne ne toucha rien sans l'enregistrer. Hélène s'avança jusqu'à une table centrale. Sur elle, il y avait une enveloppe. Elle n'était pas cachée. Cela la rendait pire. Son nom y était écrit « Hélène Duval ». Clara fit un pas, mais Hélène leva une main. « Je l'ouvre ». Marc la regarda. « Vous n'avez pas à le faire. »« Oui, cette fois, oui. » Hélène prit l'enveloppe par les bords. Elle ne trembla pas. Elle l'ouvrit lentement avec la même patience avec laquelle, pendant des années, elle avait séparé des clés étrangères, des papiers oubliés, des restes de vie qui n'étaient pas les siennes. À l'intérieur, il y avait 3 choses. Le rapport original de Mireille Sauvage, une feuille avec des transferts liés à la Fondation Claire Forêt et une lettre signée par Sylvie Valois. Thomas photographia chaque document avant de le déplacer. Inès plaça les copies à côté du rapport. Les pages correspondaient code, chemin, nom de fournisseurs inexistants, bourse réelle mélangée à de faux paiements, autorisations altérées. Clara n'était pas coupable. Sa bourse avait été utilisée comme une opération d'écran, une aide légitime insérée au milieu de mouvements irréguliers pour que si quelqu'un enquêtait, il semble que des familles vulnérables fassent partie du détournement. Hélène lut cette partie 2 fois, puis elle laissa le papier sur la table. Ils l'ont aidé pour l'utiliser. Clara serra les lèvres. Mais l'aide a existé. Oui, dit Thomas. Et c'est là la perversité du système. Ils ont mélangé quelque chose de vrai avec quelque chose de faux. Marc prit la lettre de Sylvie, la lut en silence. Chaque ligne lui enleva un peu de sa contenance. « Lis-la » dit Hélène. Il leva les yeux. « Hélène, plus de papier lu sans silence. » Marc obéit. « Marc, si cette archive tombe entre tes mains, il ne sert plus à rien de faire semblant. » Clarté d'Aube a soutenu des comptes que le groupe ne pouvait pas montrer. Au début, ce furent des ajustements, puis des chemins, puis des personnes. Mireille a voulu l'arrêter. Toi, tu as voulu fermer le programme sans scandale. Moi, j'ai choisi de conserver ce que papa avait construit, même si pour cela je devais salir ce que tu appelais des principes. Clara baissa le regard. Inès se couvrit la bouche avec les doigts. Marc continua. Hélène Duval est apparue parce qu'elle a déplacé une boîte que personne ne devait toucher. Elle ne savait rien. Précisément pour cela, elle servait. Si une employée sans pouvoir était associée au dossier, personne n'allait regarder en haut. Si sa fille acceptait une bourse, la famille serait liée par le même fil. Hélène ferma les yeux. Ce ne fut pas une nouvelle douleur, ce fut une confirmation. On l'avait choisie pour son invisibilité, et cette invisibilité venait de devenir une preuve. Marc laissa la lettre sur la table. Sylvie a tout préparé. Thomas nia à peine. Pas seul. Inès ouvrit un autre dossier. Audrey a validé les paiements. Rémi a bloqué les caméras, les accès et les registres. Mais le chemin initial a une signature familiale. Marc posa les 2 mains sur la table. Alors, on remet tout.
À qui? Demanda Clara. Au comité d'audit externe, aux représentants syndicaux, aux autorités compétentes dans le cadre légal de la défense et à chaque personne affectée par clarté d'aube. Hélène l'observa. Ça ne suffit pas. Marc ne se défendit pas. Non, mon nom a été utilisé. Celui de ma fille aussi. Mireille a perdu sa carrière. Inès a vécu dans la peur. Thomas a presque signé un mensonge sans le savoir. Damien a reçu de faux ordres. Et vous voulez remettre des papiers? Marc soutint son regard. Je veux commencer par remettre la vérité, puis assumer ce qui viendra. La porte des archives s'ouvrit. Sylvie Valois entra sans se presser. Personne ne sembla surpris, comme si tous avaient compris qu'elle n'allait pas se cacher lorsque le centre de la pièce restait le sien. Toujours aussi solennel, Marc, dit-elle. Clara s'approcha d'Hélène. Damien se plaça près de la sortie, attentif, sans toucher personne. Thomas activa l'enregistrement. Inès laissa le dossier ouvert sur la table. Sylvie regarda Hélène. Vous deviez prendre l'argent et vous taire. Hélène ne baissa pas les yeux. On ne m'a jamais offert d'argent. La bourse, c'était pour ma fille. Tout a un prix quand une personne a trop besoin. Hélène fit un pas en avant. Elle n'éleva pas la voix. Non. Ce qui a un prix, c'est ce que vous achetez. Le besoin ne se vend pas seul. Quelqu'un en profite. Sylvie sourit à peine, mais ses mains restèrent immobiles. Et qu'attendez-vous? Des excuses? Pas de vous. La réponse laissa Sylvie sans réplique immédiate. Marc prit la lettre. Ça se termine aujourd'hui. Ça ne se termine pas parce que tu le dis devant une vieille table. Ça se termine parce que c'est enregistré, parce que le rapport original est complet, parce que Thomas a copié la fausse plainte avant qu'elle ne sorte, parce que Clara peut prouver que son carnet a été manipulé, parce que Rémi a déjà déclaré la chaîne d'ordre, parce qu'Inès a remis ce qu'elle gardait, et parce que je vais signer ma responsabilité, non mon innocence. Sylvie le regarda différemment. Alors, tu vas détruire le groupe? Je ne vais pas cesser de protéger ton mensonge. Audrey Béranger n'arriva pas au domaine Valois, elle envoya une démission formelle et crut que cela suffisait. Thomas ouvrit le fichier chiffré devant tout le monde. Il y avait ses validations, ses chemins et ses avertissements ignorés que Thomas réussit à ouvrir avec les clés trouvées dans Addix Septen. Il y avait ses validations, ses chemins, ses avertissements ignorés, sa tentative finale de se sauver en livrant Rémi. Rémi, en voyant ces documents, cessa de négocier. Il accepta de témoigner devant la révision externe, non par noblesse, mais par calcul. Mais son calcul, cette fois, servit la vérité. Inès signa son témoignage sans demander de garantie. Quand elle eut terminé, elle s'approcha d'Hélène dans le couloir du domaine Valois. « Je n'attends pas que tu me pardonnes. » Hélène rangea le carnet dans son sac, le même qu'ils avaient essayé de transformer en preuve. « Bien. » Inès baissa le regard. Hélène ajouta « Mais, tu as parlé tard. » « Oui, tu as parlé. » Inès hocha la tête. Cette petite phrase lui pesa plus qu'une étreinte. Quelque temps plus tard, la tour Lumière ne fonctionnait plus de la même manière. Il n'y eut pas de fin nette. Il y eut des audits, des départs silencieux, des bureaux vides, des noms retirés des portes. La fondation Claireforêt fut fermée pour de bon, non pas pour enterrer des preuves, mais pour examiner chaque aide accordée et séparer le juste de l'abusif. Les bourses légitimes furent protégées par un nouveau fonds administré hors de la famille Valois. Clara conserva la sienne, mais non plus comme une faveur anonyme, comme un droit reconnu. Thomas fut nommé responsable de l'intégrité documentaire. Damien resta à la sécurité, maintenant avec des protocoles qui ne dépendaient pas d'ordres verbaux. Inès perdit son poste aux archives, mais ne fut pas effacée. Elle témoigna, fit face aux conséquences et recommença dans un service où aucune clé ne passait par ses mains, sans enregistrement. Mireille Sauvage reçut une réparation publique. Son rapport recircula avec son nom complet. Dans la salle principale, Marc lut une brève déclaration devant tous les employés. Hélène était au premier rang, non pas comme accusée, mais comme témoin. « J'ai promis une fois que personne ne resterait seul, » dit Marc. « Je n'ai pas tenu ma promesse. Aujourd'hui, je ne demande pas que l'on me croie. Je demande que l'on regarde ce que je fais après cette phrase. » Personne n'applaudit et ce fut bien. Certaines vérités n'ont pas besoin d'applaudissements, elles ont besoin de conséquences. Hélène ne revint pas à son ancien poste. Marc le lui offrit avec de meilleures conditions, des excuses formelles et une juste compensation. Elle écouta tout sans interrompre. À la fin, elle referma le dossier et le poussa doucement vers lui. « Je ne veux pas retourner à l'endroit où ils ont dû me voir détruite pour me reconnaître. » Marc baissa le regard. « Je comprends. Vous ne comprendrez pas quand la prochaine Hélène n'aura pas à s'asseoir dehors pour que quelqu'un la croie. » Il ne répondit pas par de grandes promesses. Il dit seulement « Je vais travailler pour ça. » Hélène accepta la compensation, accepta le nettoyage de son nom, accepta que la plainte contre Clara soit annulée avant même d'être née. Elle accepta la lettre formelle, reconnaissant qu'elle n'était jamais entrée aux archives réservées, n'avait jamais manipulé de documents
n'avait jamais participé à Addix Septène, mais elle n'accepta pas de redevenir invisible. Un matin ordinaire, Hélène et Clara passèrent devant la tour Lumière sans y entrer. Clara portait son nouveau carnet sous le bras. Hélène portait son sac. À l'intérieur, le carnet était toujours là, avec ses pages usées et une nouvelle feuille écrite par elle-même. Clara la regarda. « Qu'as-tu noté ?» Hélène ouvrit le carnet et le lui montra. Il n'y avait qu'une phrase. « Tout silence n'est pas dignité. Parfois la dignité commence quand tu parles. » Clara sourit, les yeux humides, mais ne dit rien. Hélène non plus. Elles continuèrent de marcher. Derrière, l'immeuble de verre, haut et froid, reflétait un ciel qui ne semblait plus intouchable. Devant, le bruit de la ville se mêla à nouveau au pas, au moteur et à la vie. Cette fois, Hélène ne marchait pas comme quelqu'un qui venait d'être expulsé, elle marchait comme quelqu'un qui avait retrouvé son nom.